Salut Arnaud. Bonjour Martin. On se retrouve les amis pour un petit podcast sur le moderne cette fois. Alors on a progressé, on a un début de script fait sur une feuille de brouillon que je ne vous montrerai pas pour garder un minimum de crédibilité. Exactement. Et commençons tout de suite par un petit instant pub pour le Professeur Fest dont je vous ai déjà parlé rapidement sur le podcast sur le Duel Commander, mais encore une fois, sur Reims il va y avoir un super tournoi de Duel Commander, certes. Ne pleurez pas trop ceux qui suivent cette chaîne pour le moderne, vous en faites pas, le Professeur Fest reviendra en moderne au mois de mars de l'année prochaine, mais cette fois là on est en septembre. Gros tournoi, 180 joueurs maximum prévu, des lots bien sympathiques, vous avez tout en description. Et sur ce, un petit instant sur qu'est-ce que devient le moderne après MH3, après le Pro Tour Amsterdam du coup. Qui a quand même drôlement cadré la méta. Ouais. En tout cas, on se disait un peu avant de lancer cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de decks qui sortent du lot depuis ce Pro Tour, avec toujours forcément en tête de liste celui qu'on ne prononce pas son nom, l'oiseau maudit. Mais alors, c'est quoi le moderne aujourd'hui pour ceux qui suivent peut-être de loin, qui regardent pas trop, qui sont pas très intéressés par la méta, mais qui veulent s'y remettre? Bah, on va commencer tout de suite par le gros morceau. Actuellement, le meilleur deck, c'est ça. Alors là, vous êtes complètement dans ma liste, dans ce que je joue aujourd'hui. Donc un deck très combo, tourné autour de Nadu. Spoiler, monsieur adore The One Ring. Ah, j'adore One Ring et j'adore Nadu. Donc, je peux pas s'empêcher d'en mettre 4 partout. J'aime bien les bagues. c'est pas ma faute. C'est au côté précieux. C'est ça, exactement. Et bah, The Precious, c'est toujours très très fort. La liste de Nielsen qui a gagné le Pro Tour quand je jouais que 2 était plus intelligente, mais moi j'aime bien en avoir 4. Faut se faire plaisir. Voilà, j'aime bien jouer mes 4 One Ring, ils coûtent trop cher pour pas les jouer. Hein. C'est ça, c'est vrai. On peut pas les laisser prendre la poussière, quoi. Exactement. Donc Nadu, je vais même pas vous dire ce que ça fait, parce qu'il n'y a aucun monde où vous regardez cette vidéo sans savoir, mais au cas où, les créatures que vous contrôlez ont, lorsque celle-ci est ciblée par un sort ou une capacité, vous révélez votre top deck. Si c'est un land, vous le mettez en jeu. Point. Et autrement, vous la mettez en main et ça ne trigger que 2 fois par tour par créature. Alors, c'est que 2 fois la ligne la plus inutile sur cette carte, parce que ça suffit à être dégénéré. Il suffit de rejoindre un Nadu pour reset tout le monde. Il y a un petit cas assez marrant de règles qui ne sont pas définies encore avec Dresden. Et Nadu, alors je vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà, il y a une interaction entre ces deux cartes qui pour le moment n'a pas de solution. Ah ouais. Si tu fais des triggers, si tu fais Nadu, ouais. Tu fais 2 triggers sur Nadu, tu as fait 2 chevaux dessus par exemple, tu joues Dresden, tu retires Dresden, est-ce que ça la reset ou pas? Et ça en fait, on sait pas. Voilà. Ouais, parce qu'est-ce qu'il garde en mémoire le fait que l'ancien Nadu l'a déjà fait ses 2 triggers? Parce que ça a pas reset l'objet. Ouais. Mais la capacité, en fait, une capacité comme ça qui se donne à Magic, et bah il y a pas c'est jamais arrivé. Et qui vérifie le nombre de fois que machin, il y a jamais eu ce cas-là, et du coup on sait pas. C'est marrant. Voilà. C'est une petite anecdote, mais bon, peut-être entre le moment où on en parle et le moment où je sortirai cette vidéo, ça se trouve, il y aura si vous savez, dites-nous en commentaire. Mais bon, un judge américain que je suis beaucoup a décortiqué ce cas-là, et pour le moment, il n'y a pas de réponse. C'était très intéressant. D'ailleurs, faudra que c'est comme les problèmes mathématiques, des fois il faudra peut-être des centaines d'années avant de trouver la solution. Ouais, je pense qu'il sera peut-être sorti de la méta avant qu'on trouve cette solution. Je pense qu'il aura pris son bal avant. Pour les joueurs de DH, c'est souvent plus là que la question risque de se poser, parce que pour que l'interaction arrive en moderne, il faut vraiment la partie trop bizarre qui se propose. En multi, tous les trucs bizarres et étranges arrivent. Mais... Ouais, ça peut arriver, hein, genre tu joues contre un mec qui joue à des Dresden, et toi t'as le land là qui pète, tu joues comment ça s'appelle, Boseiju, tu fais un Boseiju sur le Dresden. Ouais, voilà, et hop. Tiens, est-ce que mais du coup, pourquoi est-ce qu'il aurait attendu, tu vois, il y a tellement de questions, pourquoi il te laisse faire 2 triggers avant de jouer Oui. Tu vois, il y a des trucs bizarres, tu vois. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai. Dans le doute, je veux voir
il y arrive pas, allez hop. Parce que si jamais il avait fait qu'une seule fois, il n'y a pas de débat. Si jamais t'as utilisé c'est pareil, c'est pareil. Rien même, ton... Parce qu'en gros, le mec il veut cibler son ado vu que t'as pas rendu la priorité. Et en réponse, Dress Down, il y a quand même eu une fois un trigger. Donc c'est ça. Ça revient même. Donc bon, affaire à suivre là-dessus, c'est assez intéressant. Donc c'est un deck combo. Alors, l'un des points faibles de Nadu, c'est que le deck, pour pouvoir jouer Nadu, il faut que le deck soit centré sur lui à 100%. Et tu peux pas rentrer Nadu comme ça en mode c'est une bonne carte, et bah c'est un peu fatigué. Parce que ça va avoir tendance à pas faire ce que tu veux, parce que t'as vraiment envie d'abuser de sa capacité, donc que tu cibles toi-même tes créas. Et donc il faut que le codex soit ultra centré autour de lui, et forcément une bonne vieille extraction chirurgicale sur Nadu, ça t'ouvre bien en deux, surtout que ton endurance tu l'as pas forcément, t'as pas envie de la cracher forcément dans certains spots de telle manière ou de telle autre. On n'est pas là pour faire une deck tech de Nadu, mais ouais, la combo. Si jamais tu te fais virer ton Nadu, tu tues quoi à l'Antuko? Ah bah ouais, là t'y vas. Bristibil. Ah si, Bristibil c'est un plan quand même. C'est ça, t'as des plans aggro fatigués. Oui, voilà, c'est ça. Et bon, si ça passe, mais j'ai déjà tué en mode Kachuko sur une noble hiérarque. C'est vraiment la game longue contre contrôle. Et puis bah, tu mets 5. Et bon, après ta noble se fait gérer. Et tu fais comment je mets 3 points qui restent. Any créature, c'est plus 4 en force quand même. C'est ça, au moins tu peux déplacer tes gants. C'est très très fatigué. Hein. Mais bon, Urza Saga, ça peut quand même faire. T'as pas beaucoup d'artefacts. Le plan construct, ouais. Si, quand même. Hein. Ouais. Bah, ça suffit toujours à lui-même. Ouais, c'est ça te fait une 2-2, une 3-3, c'est ça. Après, on va reparler de la carte, mais Wrath of the Skies règle quand même vachement de problèmes actuellement en moderne. Ouais, c'est une bonne carte. Ouais. Et bon, souvent, en fait, tu proposes le plan tellement fort, tellement rapide, tellement de manière stable, et que c'est très dur pour ton adversaire d'empaler tous tes Nadu. Hein. Et vraiment, ça peut partir nature peinture, pour citer les chroniques du commandeur. Tu vois, là, t'as rien sur la table, t'as juste Shuko, ou ta Saga qui va résoudre, souvent. Parce que c'est un deck qui peut faire Saga T1. Voilà, c'est une bonne indication. Si jamais vous ouvrez une game de moderne contre quelqu'un, vous savez pas ce qu'il joue. S'il fait Saga T1 aujourd'hui, soit c'est un mec qui joue Titan et qui veut pas lâcher l'affaire, soit c'est un deck Nadu qui vous propose je vais partir T3. Et du voilà. coup, t'es en train de dire que Titan c'est un peu éclaté en ce moment? Bah en fait c'est Nadu en moins bien. Ouais. C'est beaucoup plus ça a les lent, mêmes faiblesses. Ouais, c'est ça. Ça part moins vite. Ouais. Et ça fait des sorties plus bêtes tout seul. Ça fait des gros fouls bien nuls avec des Boomsland. Où ça pioche des grosses cartes parce que tu pioches tes titans. Ouais, c'est ça, c'est un peu le problème des jeux rampes. Si t'as pas. En fait, voilà, aussi, il faut que tu assembles plus de cartes. Faut que tu assembles Amulette, Titan, Boomsland pour faire des trucs très 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 forts. Alors, t'as des moyens d'aller chercher les uns et les autres. Mais, mais là, il te faut juste Nadu, Shuko et un truc qui le target. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi le. Et ce qui est bien et ce qui est fort, et ce qui est trop fort, c'est que la plupart des choses qui te permettent d'aller chercher Nadu te permettent aussi d'aller chercher ce qui target, et inversement. Et enfin voilà, c'est Chord of Calling, la carte qui est trop forte actuellement dans le pack. Et ce qui est bien, c'est que des cartes comme Nantuko ou Wall of Roots, bah, ça va être des bonnes cartes avec Nadu, et qui en plus vont être fortes avec Chord, et vont donner trigger. Et individuellement, les gens l'oublient, hein, mais l'autre jour, j'ai gagné une game en partant avec Sylvan Safekeeper. Ouais, alors c'est plus compliqué, il faut que ça se passe un peu bien, mais quand vous n'avez pas le choix, ça peut faire un kill qui vient de nulle part, et qui se Chord pour 4 mana au total, quoi. Ouais. Donc 3 landes et Nadu, ouais, par exemple. Et après il faut que tout s'enchaîne parfaitement, et j'ai eu la chance, tout s'est enchaîné parfaitement. Après j'avais un Nantuko sur la table, mais j'avais plus mon chevalier à ce moment-là. Enfin bon, sur ce, après derrière c'est que de la haine contre les meilleurs match-up actuellement. Et le deck est très très fort, entre de très bonnes mains il est encore plus fort. Est-ce que ban ou pas ban? On a toute une section là-dessus. Mais continuons un peu notre exploration du moderne avec le deuxième, parce que à mon sens c'est le deuxième meilleur deck, et d'après les résultats de MTG Top 8, Boros Energy. Ouais, au niveau de la représentation, c'est... Ça a l'air d'être le deck qui coûte cher, le nouveau deck qui coûte cher de post-MH3, celui qui joue le plus de gros spoilers, hein, avec l'Oslo, avec Flash, et puis Ragavan qui traîne un petit peu, je suis pas grand fan, et Adjani. Alors Ragavan pour moi c'est un peu une humeur,
On a envie de jouer Ragavan parce que bon, il s'y jour prête rouge et c'est bien. fort. Mais en fait, ça y est, Ragavan, ça commence à être dépassé. Non, mais si tu m'avais dit ça il y a en MH2, là, j'aurais jamais cru, quoi. Ah bah, Ragavan 2, regarde Oslo, il le bloque, il nit. Moi, je me souviens que quand MH2 était sorti, Wizard avait glissé. Vous verrez, de toute façon, quand MH3 sortira, vous y penserez plus à MH2. Et il n'y a aucune carte de. T'enlèves Ragavan, il n'y a aucune carte de MH2 dans le deck. Ouais. Si, t'as Goblin Bombardment. Attention, c'est vrai. Ouais. Elle est passée moderne dans Modern Horizon 2. Donc mais c'était un bon ajout. J'étais content de voir cette carte arriver en moderne. qui est juste là pour être débile avec Adjani. Donc comment ça tue ? Ça prend le board de manière ultra violente. Ça génère un peu d'énergie. Au final, la nouvelle Bolt qui est complètement cassée. Guide of Soul, que j'avais beaucoup d'appréhension, je trouvais la carte pas terrible. Au final, elle est forte dans ce pack-là. Parce qu'elle va permettre d'abuser complètement de son effet et de ce qu'elle va offrir. Sinon, la carte reste quand même très ok. Et pareil, ça marche très bien avec ce nouveau Raptor qui fait une cascade trop méchante. Vraiment, ça peut faire T1 Guide of Soul, T2 Raptor qui révèle Adjani et vous avez déjà pris le board de manière assez violente. Tu peux même faire Fable en vrai. Ouais, tu peux même faire Fable. Tu peux faire les drops à toi, même le Blood Moon en fait. Tu joues ce petit terrain là de Kaladesh qui revient à chaque fois qu'il y a de l'énergie. Voilà, tu génères un tout petit peu d'énergie en plus. Ouais, même comme dans ton exemple avec le guide qui te fait l'énergie. Ouais. Blood Moon Tour 2. Blood Moon, le El Famoso Blood Moon T2 que notre cher Tam a pris à la CDF et qui résout des problèmes assez rapidement. Static Prison, j'aime bien parce que quand elle avait été reveal, je voyais les gens en mode ouais mais faut payer un d'énergie par tour. Ouais, mais dans le jeu, ça a pas l'air. Mais en fait, le permanent, tu le revois, tu gères n'importe quoi pour un blanc. Hein. Du coup, autre chose, on peut en reparler un petit peu, c'est l'Inlay Binding. Non, l'Inlay Binding, ça y est, dépassé, hein. Static Prison au-dessus. Hein. T'as pas le flash, mais t'as pas besoin de fixer tes terrains de manière à prendre des risques et machin. C'est plus trop cette carte, hein. Alors qu'elle a été super jouée. Elle est toujours aussi forte, c'est ça qui est dingue, mais en fait le coût pour qu'elle soit forte est trop élevé dans le moderne actuellement, qui part T3 de manière trop stable, avec un Adu qui veut tuer T3, ou de faire des trucs très 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 forts T3, et pareil, hein, Boros Energy ça a tendance à tuer T3, ou en tout cas être tellement bien que ça va que tu peux pas ça va te mettre passer un board vraiment impassable quoi. Puis à un moment tu as je sais pas combien de tokens et puis on y va quoi. C'est ça. Et encore là il y a pas la petite amulette qui fonctionne avec l'énergie là. Que moi je trouve mieux que Ragavan quand même, hein, ce qui te donne un plan grind game si jamais ça se passe mal au début. Puis ça met des points aussi en plus à distance. Hein. Tout doucement, quand t'es en mode tu flottes de 1-1 et tu peux pas attaquer parce qu'il y a des bêtes plus grosses, petit à petit tu grignotes comme ça, tu fais de la valeur. Ouais, tu fais un Raptor, tu le grignes de 1, tu joues ton flash, tu ton amulette à ping de 1, c'est toujours ça de prix. Puis t'as des Adjani qui se retournent parfois avec le 0 qui trouve des létales. Oui, c'est sûr, si venus des enfers. Tu joues avec Goblin. Enfin, de toute façon, quand tu fais sous le deck est le seul deck dispo sur Arena actuellement. Il a même été nerfé quoi. Ils ont augmenté le coût de mana de Oslo de 1. Ils ont dit que lui soit 4 énergies et plus 3 pour faire son deuxième effet. Ah ouais, d'accord. Pour le rendre un peu. Et la nouvelle foot d'ailleurs, elle donne plus que 2 énergies. Elle donne plus 3. Pour le rendre un peu plus balance parce que vraiment le deck était très oppressant et faire T2 Goblin Bombardment T3 Adjani ça va très 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 vite, voire il y a des tours où mon adversaire il est pas loin de partir en combo et je fais Adjani, je sac le chat, je retourne bidule, je mets les dégâts dans la tête, je rejoue un Adjani, je sac le chat, je récupère le deuxième Adjani, je te refais 0 et t'es mort. Insupportable. Et puis je chaque mon board et je tâchais avec Goblin tant qu'à faire. C'est vrai que ça peut aller très vite. Et ça c'est un deck qui challenge bien Nadu, hein, forcément. Après, quand tu sais que tu joues contre Boros Energy, tu fais gaffe avec Nadu, mais bon, le toss va drôlement aider l'un ou l'autre, il n'y a pas de secret. C'est un deck qui va vraiment tout droit, mais ce qui est ultra feel good à jouer. Les cartes coûtent cher, c'est un peu dommage, mais bon, ça c'est le secret de tout deck Magic, ça coûte toujours cher. Forts sont ceux qui ont acheté les cartes pendant qu'elles valaient pas cher, hein. Oslo et Flash qui valaient 10€ au début, c'était le bon moment. Maintenant c'est un peu plus. Puis après, pareil. Alors des One Ring on Side, cet homme est inspiré. Ah puis cette carte
dont personne ne se rappelait de l'existence, et puis là d'un seul coup on commence à l'avoir partout. Depuis le proto où ils ont trouvé la bonne tech pour justement contrer le jeu énergie. Ouais, c'est ça, pour la deuxième partie de l'effet, hein, le joueur ciblé perd tous ses compteurs et il ne peut plus avoir de compteur tant qu'elle est en jeu. Et c'est pas pour le faire sur vous pour enlever l'infection, hein, c'est pour le faire sur votre adversaire et lui retirer son énergie. On n'en voit plus, hein, des decks affection, hein, ça existe plus trop. Hein. Donc gros deck, troisième gros deck, qui normalement est le plus mauvais match-up le de prédateur, Nadu. Ouais, c'est ça. Il a été construit pour battre Nadu. C'est des contres, des bonnes cartes et la carte monumentale dans un deck énergie, Wrath of the Sky, qui est à la fois une Wrath très bof et la meilleure Wrath de tous les temps, en fonction du shell dans lequel elle va être, hein, à deux doigts de s'approcher de balance pour les intimes, mais voilà, donc vous faites X énergie, vous pouvez en payer autant que vous voulez une fois que la carte se résout, et vous détruisez tout ce qui est artefact, créature, enchantement qui coûte énergie ou moins. Voilà. Donc ce qui est trop fort, c'est que si vous avez généré de l'énergie de manière un peu gratuite au fur et à mesure de la partie, et vous vous retrouvez avec j'ai cette énergie unstack, dans le compteur, et pour 2 blancs je propose Wrath, qu'est-ce que tu fais ? Tu sais pas combien je vais payer, tu sais pas ce que je vais détruire, mais ça va faire mal et je vais payer que 2 mana, quoi. Ouais, vraiment 2 mana. Et bon, ça détruit Urza Saga. C'est ça qui la rend vraiment forte, c'est ça détruit Urza Saga parce que ça décide de détruire les enchantements. Donc ça fait le ménage. Nadu, tu te prends ça en général. C'est que souvent les effets verdict contre les jeux basés sur des créatures, c'est fort. Mais là, des fois tu te fais quand même déborder et verdict il arrive trop tard en fait. T'es là trop bas PV, voilà. Ouais. Mais là en fait l'avantage c'est que tu peux prendre une sortie vraiment énervée en face avec je te développe board, genre typiquement énergie qui fait une bonne sortie avec. Et faire tes 2 Wrath avec. Et faire quand même une Wrath rapidement et d'être tranquille quoi. Et t'as géré 3-4 permanents qui sera arrivé très vite quoi. J'ai déjà vu le cas galvanique sur une de mes bêtes. Je lui mets rien. Énergie. Et voilà, je savais ce qui arrivait, hein. Puis le tour d'après, 2 blancs et je paye 3 énergies et on nettoie la table. Ah oui, tu peux faire ça, effectivement. Puis après, bon... Le petit flash. Voilà, y a pas Uro, parce que Uro c'est trop fort, mais il a son petit frère qui fait très bien le taf aussi, hein, Elix d'éclair, c'est suffisant. Quand tu lui donnes la sévérité, hein, tu vois, il y a même se permettre de jouer Arena of Glory juste pour faire ce côté, j'exerce mon terrain et je t'attaque d'un coup avec Flash. On dirait qu'elle a été designée pour lui de toute façon. Ouais, puis ça fait quand même ça fait 6, 12 en fait, c'est ça. Hein. Ouais. Non. 6, plus l'effet d'attaque, l'effet d'arrivée. Ouais, c'est ça, ça fait 12. Ouais. 12 dont 6 de nulle part, quoi. Et 6 de lien de vie. Ouais. C'est normal. Hein. Ça pique un peu. Subtilité, solitude, counter spell, force of negation. Voilà, la pile doit être à vous. Et évidemment, votre moyen de gagner, c'est One Ring. Hein. Si vous retirez One Ring, parce qu'on peut râler sur One Ring, si on le retire, il n'y a plus de deck control. Ouais. C'est plus possible parce que j'en ai parlé vite fait sur le podcast en DC. Les contres sont plus assez forts. Il y a trop de menaces trop puissantes qui ont tendance à faire quasiment gagner toutes seules. Parce que les créatures, elles sont plus juste grosses comme un bon vieux Tarmo. Elles font comme un Omnad de la value dans tous les sens. C'est ça quoi. Et du coup, si elles résolvent, non seulement il y a la bête qui de toute façon fait son boulot de bête qui attaque et met des points, et en même temps elle fait de la value de plein de manières différentes, et vous allez soit gérer l'un, soit gérer l'autre, et ça devient très compliqué de gérer les deux, même avec des cartes comme Wrath of the Sky, mais si votre adversaire fait de la value en main, les Wrath ça marche pas. Parce qu'avant, l'idée de vieux jeu contrôle, c'était j'épuise tes ressources, et après voilà, je gagne comme ça, mais là maintenant on n'arrive plus à les épuiser de ressources, puisque justement, trop de cartes qui font trop de value, par exemple le Psychic Frog là, il est pas géré, il va faire piocher 2 par tour, c'est compliqué. Hein. C'est fini, c'est déjà fini. Ça. Mais voilà, le One Ring ça fait que vous pouvez étouffer votre adversaire en lui proposant Wrath tous les tours, et vous continuez à piocher tellement de cartes que vous videz pas de votre main. Vous pouvez faire contre Wrath, et dès que ça s'arrête en face, là vous avez gagné, et vous prenez le board d'une manière ou d'une autre, et vous tuez avec Flash. D'ailleurs souvent en ce moment, si tu te prends la haine anti-cimetière sur tes 3 Flash, t'as un peu du mal à tuer, parce que attaquer avec solitude c'est long.
ça marche, c'est long. Ouais. C'est vrai que... Pourquoi pas. Ah, cette carte dont on a parlé rapidement aussi en DC, Invert Polarity, pareil, quand tu la prends en moderne, elle fait le même taf. Mais bon, c'est une carte qui est souvent faite pour le miroir, hein, c'est pour voler le One Ring en face. Ouais. Ou le Flash. Ça dépend si jamais il est... S'il l'a escape, ouais. Ouais, voilà, s'il est pas escape, tu vas pas contrer. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. J'ai rien dit. Vous après, Continue to Memory, ça te permet de faire des flash tour 4. D'accord. C'est un stifle. Ouais, je pense pas que ça se fasse, mais ouais. Voilà, donc ça, on est à peu près sur le podium du moderne actuellement. Ouais. Ça a l'air d'être. Si vous voulez jouer les meilleurs decks, c'est ces trois-là qu'il faut choisir. Donc vous passez par la case One Ring ou par la case plein de mythiques qui coûtent cher. En fonction de votre portefeuille, votre budget. Et puis après, il y a ce qui est plus tier 2 et qui est très joué quand même. Donc le deck Necrodominance dont on a beaucoup entendu parler et qui pour moi serait beaucoup plus représenté s'il n'y avait pas un problème dans ce deck. Attention, petit jeu. Quel est le problème? Et le v'là, c'est Soul Spike, une vieille carte de Cold Snap qui coûte beaucoup trop cher. Qui a Spike et ça saoule quoi. Exactement. Voilà, un sort gratuit qui est combo avec l'idée du deck qui est de piocher plein de cartes et de devoir vous défausser durant votre fin de tour. Sauf que si vous piochez ces cartes et que vous pouvez les exploiter tout de suite parce qu'elles coûtent 0, vous perdez le downgrade des nécros X, nécropotence, nécrodominance. Et en plus, Soul Spike, elle vous fait gagner des points de vie. Donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour rendre Nécro super fort. C'est vrai que c'est... Et votre but est grossièrement de faire une espèce de tour combo où vous piochez un maximum de cartes, vous jouez un maximum de Soul Spike pour prendre le board clean et regagner les points de vie. Vous repiochez à votre tour, après vous posez une Shieldred ou un One Ring ou les deux, et là c'est gagné. Mais bon, c'est pour ça d'ailleurs que vous jouez extrêmement peu de land, parce que vous allez jouer des modèles face card pour avoir des cartes noires à pitcher sur Soul Spike et qui sont aussi des lands pour fixer cette mana base. Mais voilà, 4 One Ring, les gens sont prêts à mettre l'argent dans 4 One Ring. Alors, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier, maintenant qu'ils sont quasiment à 100€ unité. Ils sont chers maintenant. Mais c'est un incontournable. Vous voulez jouer à Magic en Modern Legacy, même Commander Multi, vous en faudra peut-être qu'un, mais il vous en faudra un quand même si vous voulez jouer des decks très forts. Voilà, c'est une carte qui est trop forte, trop sûrement, très sûr, très puissant carton. Et voilà, donc mettre 100€ dans un carton aussi fort, on le ressent tout de suite. Mettre 60€ ou 50€ dans un Soul Spike. Dans un Soul Spike qui est joué que dans ce deck là, personne n'en a envie. Donc il y a plein de monde qui a envie de jouer le deck pour voir un peu comment ça fait. Se comporte. Ouais. Mais acheter les Soul Spike c'est pas possible. Alors s'ils rééditent la carte prochainement, je l'attendais en Mystery Booster, je t'avoue. Ouais. Je priais pour. Je me suis dit c'est l'occasion. C'est vrai. S'ils sont malins, mais ça fait longtemps qu'ils ont prévu l'édition, donc. C'est ça. C'est à l'année à l'avance, à mon avis. Donc malheureusement ils tombent pas dedans. Alors il y a plein de bons cartons d'ailleurs dans Mystery 2, mais. De Bloomborough. Ça déconne. Non, dans Mystery Booster 2. Ah oui, non, d'accord, je confonds, on parlait pas la même chose. Avec des nouvelles cartes en vision de l'avenir. D'accord. Ou en bord blanc d'ailleurs. Il y a Rosa Saga à bord blanc. Ah ouais. Ils s'en fait un délire. Hein. Ouais, j'imagine. Donc Necrodominance, un deck. En même temps, je suis pas si sûr que j'ai envie de le jouer contre ça. Ça pas se prendre des réanimations griffes, des tout. Je sais pas. Jouer contre ce jeu, tu veux dire. Contre ce jeu, ça a pas l'air. Ça doit pas être très drôle non plus, mais bon. Les decks sont tellement forts que la place au fun, elle est vite relative. Ouais, t'as les sorties scam, il y a un petit peu de défausse. C'est Magic que j'aime bien, c'est du leg, on en reviendra. Enfin, je vais contre ça que contre Tron. Tiens. En parlant de ça, alors j'aime pas cette liste de Tron tout de suite, parce que TKS, je trouve ça nul. Je vais essayer d'en remettre une autre. Une plus. Alors j'ai remis la même. Bien joué. Ah non, donc c'est tout le monde a l'air. Que 2 TKS. Tout le monde veut jouer TKS. Bon, peut-être que. Donc voilà, Tron ça ressemble à ça maintenant, c'est Eldrazi Tron avec 4 labyrinthes, 4 temples Eldrazi.
pour avoir un maximum de landes qui disent bon, je fais 2 mana. Et derrière, vous avez la synergie Dévoreur, Hugin's Labyrinthe, et un package beaucoup plus tourné sur assembler des Eldrazi, parce que voilà, vous jouez 4 temples, comme machin, avec la carte qui crée vraiment le deck, qui fait que le deck est si fort actuellement. Kozilek Command, ça fait tout. Ça fait tout pour beaucoup de mana, certes, mais en fait, tu as beaucoup de mana, donc ça fait vraiment des trucs abusés. Avec le petit trick, si jamais vous le connaissez pas, si vous la payez pour 0, vous pouvez piocher une carte. Voilà, faites Scry 0, Zen Draw carte. D'accord, donc pour 2 incolores quand même. Ouais, pour 2 incolores, X à 0, tu peux piocher une carte dans le monde. Exiler une créature, machin. C'est quoi? C'est choose tout. Tu peux choose tout, mais il faut que ce soit 2 différents. De quoi? Parce qu'il faut que ah oui, tu peux quand même. Ouais, tu choisis 2 effets. T'es en train de dire il faut quand même des cibles, mais en même temps tu peux toujours exiler jusqu'à 0 cartes des cimetières. C'est ça, ouais. Oui. Et vous faire 0 sur target 1. Player, ouais, d'accord, il y a target player, donc ça marche. Non, donc ça marche bien comme. C'est un peu triste de le faire pour x égale 0, mais j'imagine que. Si t'as pas le choix, voilà. Tu peux. S'il faut draw, mais il faut savoir que tu peux le faire pour pouvoir le faire. Déjà. C'est vrai. Donc ça joue Tron Update avec la possibilité de faire T2, 4 mana, Kozilek Command fin de tour, je fais 2 sions, je pioche une carte et je fais un spell à 8 peut-être au tour 3 sans avoir à assembler Tron parce que du coup vous n'avez plus cette faiblesse de devoir assembler Tron pour commencer à faire des trucs débiles. C'est juste un petit truc en plus. Et il y a des moments, ça sort tout seul et là il se passe des choses, c'est encore plus puissant, avec toujours la toolbox de Karn. Du coup, retour de Lysdust, qui est quand même un Eldrazi, donc qui va coûter, que vous avez pouvoir payer avec Temple. Ouais, un bon bouton reset à la place de. Ouais. À l'époque, c'était le petit caillou là. Voilà, oui, ouais, je vois. Le caillou qui détruit tout. Stone. Oblivion Stone. Oblivion Stone. Pierre de l'oubli, voilà. On avait oublié. C'est fou. Le hasard. Donc ça c'est un bon deck qui est un peu en retrait forcément par rapport à ce qui se propose. Ça a l'air un peu plus lent que les 2 jeux top dominants quoi. Mais ça met une grosse claque à Jeskai. Par contre c'est ça, Jeskai, c'est ce que j'allais dire. C'est que des triggers, intérêt de piocher tes consignes. Puis même tu fais big mana contre contrôle, c'est difficile pour ça a toujours été compliqué, mais là en plus il y a plein de triggers au cast quoi. Puis voilà, carte qu'on n'a pas vu au Pro Tour, deck qu'on n'a pas vu au Pro Tour mais qui profile un peu plus son nez, le retour de noir bleu contre tempo. Tempo, ouais. Alors ils disent contrôle mais c'est quand même, ça ressemble à tempo, sauf que maintenant il n'y a plus de Ragavan, il y a des grenouilles. Grenouille dont on va parler très bientôt encore, mais qui est vraiment une carte monumentale. Il y a tout ce qu'on veut sur cette petite créature dans un deck tempo. Piocher des cartes évasion, des marqueurs, voilà, donc ça peut elle-même tuer plus vite. Dans le monde un peu bizarre, vous faites full, crachez votre full et puis ça va peut-être tuer. C'est une carte qui peut aller au bout, c'est fou. Pendant un moment, il y avait des versions avec Deep Analysis. Bon, ça a disparu, je pense, là dernièrement. Ils ont des versions un peu plus stables. Mais... Parce que Deep Analysis, c'est vrai qu'elle est passée moderne avec MH3. Ouais, c'est ça. Alors, c'est rigolo de défausser et puis repiocher. Et puis ça te fait plein de cartes, ça te fait vite une grosse grenouille. Mais à côté de ça, 4 mana en rituel, c'est un peu une carte un peu fatiguée. Quoi. Et ça fait beaucoup de points de vie. Ça a mal vieilli, quoi. Ouais. Ça a mal vieilli. C'est pour ça qu'ils l'ont repassé moderne, c'est aussi. Ouais, bien sûr, ça a complètement le power level. Qui va avec, voilà. Bon, Bowmaster qui est toujours présent, toujours debout. C'est plus trop ce qu'il attrape, mais il est là. Ça attrape des Oslot. Ça tue. Ou les 2 init là. Ouais, mais il arrive. Trop tard. Il arrive trop tard. Le Oslo, il peut déjà avoir fait un gros bordel quand il arrive. Ça reste, c'est quand même toujours une carte exceptionnelle. Ouais, ça reste une très bonne carte. Un deck qu'on revoit. Puis on a vu plein de jeux ring avant. Enfin, c'est quand même une très bonne carte contre ring. Pardon. C'est censé être une bonne carte contre ring. Dans les faits, nous sachons aujourd'hui que ça marche pas. Que ça suffit absolument pas. Que l'autre il va faire. Je pioche quand même. Parce que j'ai beaucoup plus de chances de trouver la solution tant pis pour les 2 points que je vais prendre. Et puis. Et tu perds, tu perds. Tu es triste, tu es un triste Bowmaster. Ça suffit pas à punir ring. Un effet comme, comment ça s'appelle, Hullbreacher,
qui mange complètement la draw, hein, qui remplace la draw par toi qui fais les trésors. Ça, ce serait une grosse solution contre Ring si Hullbreacher était moderne et peut-être s'il coûtait 2. Mais ça commencerait à faire beaucoup. Beaucoup de conditions. Mais Bowmaster, ça marche. Ça reste un bon carton. Hein. Ça reste un très bon carton, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, le deck, un deck qu'on a vu un peu au Pro Tour qui avait un taux de win rate catastrophique, Storm mono rouge. Mais en fait, ça s'explique parce que c'est un très bon jeu, la game 1, et il souffre de la hate en fait. Ah, et encore, hein, ça c'est un deck que tu perds tout seul aussi, parce que des fois ça s'enchaîne mal, ça s'enchaîne pas bien. Et quand tu commences à prendre les cartes de side, elles sont d'une violence atroce. Ça peut pas gagner contre Tron. Ah ouais. Parce que normalement, alors voilà, c'est ça qui est trop lent. En fait, c'est très dur pour toi. Il y a des trinisphères. Normalement, il y a des trinisphères, mais alors dans cette liste-là, c'est plus orienté un peu. Je mets des créas quand même. Mais Trinisphère, c'est. Storm, c'est fini. Hein. Tu pourras jamais partir. Ouais, non, c'est sûr. Et Calice aussi. Parce que voilà, maintenant en moderne, on peut faire Calice à 1 T1 avec labyrinthe. Et ça. Alors autant ça embête pas trop Ruby Storm, parce qu'il a plus de drop 2 que 1. Mais du coup, tu peux faire T2 Calice à 2. Là, il faut commencer à avoir une sacrée main pour Tron, mais tu dis quand même, j'ai un Stawin. Donc, si t'as cette main contre Storm, bien joué. Et tiens, du coup, remonte un peu le site. Je vois qu'il y a des wish là. C'est quoi exactement les targets Parce qu'il n'y a pas de truc à 0 ou de trucs. Donc, il faut quand même avoir généré pas mal de mana pour pouvoir faire un wish dans quelque chose, quoi. Quand tu pars. Après. Ouais. Il n'y a pas un land ou un truc. Après, Ral, c'est une sacrée carte hein, quand même dans Storm. Oui. Parce que quand il flippe, que tu fais tout de suite son -8. Oui, c'est ça. Hein. Non, mais c'est vrai que ça, c'est. Sans cette carte-là, je pense que le jeu ne serait pas aussi puissant, c'est sûr. Ouais, ça te donne un plan à lui tout seul. Les autres cartes, en fait, c'est des cartes plus ou moins qui existaient déjà. Hein. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on n'a plus besoin de jouer de bleu. Il n'y avait pas médaillon. Hein. Ouais, c'est vrai. Médaillon, c'est quand même un sacré. Voilà, un sacré ajout. Hein. Ça te permet d'avoir un départ T3 ou T2 dans notre cher ami Jordan qui joue en ce moment. T2, ça part aussi. Hein, vous faites Desperate Ritual T2 dans Médaillon, dans vous enchaîner, et après il faut que ça se passe bien. Ouais, ou tu peux faire un strike et triche tour. Un truc qui fait un tour. Oui, ça marche aussi. Okay. Pour essayer d'avoir 3 mana. Faut pas avoir peur, de toute façon, quand tu joues ce deck là. Faut pas avoir peur de peur d'amis non plus. Parce que les jeux où tu poses un miroir devant toi et tu bruit, c'est pas ce qui est le plus apprécié souvent à Magic, mais bon. Et moi, je suis content que ça existe ce genre de jeu là où justement les jeux combo, les gens qui aiment bien faire un peu de maths et tout, ils ont ça à disposition et que ce soit pas non plus complètement fort, qu'il n'y ait pas de solution à ça. Et bon, t'as des cartes de side qui viennent l'embêter. Et... quand c'est le meilleur deck du format, c'est chiant. Parce que si tout le monde joue que ça, c'est vraiment pas amusant. Mais que ça existe, c'est important. Voilà, l'équilibre, la diversité, voir plus de decks différents, pas avoir de side qui soit trop centré. Même si tout le monde optimise quand même pas mal son side contre Nadu. Puis en fait, c'est un petit peu comme les jeux, par exemple Living End ou. C'est des jeux qui sont très très forts, mais qui prennent des cartes de side très très violentes qui font que c'est dur à gagner des games. Ça va être cyclique. Des matchs. C'est ça que ça va être cyclique en fait. Quand justement le jeu va plus être trop populaire, les gens ils vont se dire ok, on va retirer un petit peu de cartes de side qui justement. Et c'est là que ça revient en force. C'est tout le temps. Et du coup, c'est cool. Ça crée une dynamique, une metagame qui évolue. Donc c'est bien que ça existe ce genre de pack justement. Très fort, gamin, mais avec des solutions post-side qui font que c'est pas non plus complètement écrasant. Puis après, il faut. Comme on disait, c'est très très cool que ça existe, que ce soit pas le meilleur deck, c'est assez important. Mais c'est rigolo, un jeu combo monocouleur, c'est quand même pas. Souvent il y a plusieurs couleurs quand tu joues combo, mais non. Non, pas besoin là, que du rouge. Et puis un peu. C'est forcément un lucky game aussi. Hein, parce que tu vas avoir besoin d'exiler. Si tu exiles 2 landes
sur tes impulses 2 fois d'affilée t'as perdu souvent, enfin... Ouais, bah ça reste du Magic, quand tu pioches trop de mana, de toute façon, voilà. C'est ça. Tu tutos pas, tu pioches, donc si ça pioche mal, t'es pas bien. Mais ça fait des trucs bien forts, hein. Et puis l'éternelle Manamorphose qu'on voit depuis si longtemps, toujours un plaisir. J'aime bien cette carte, j'aime bien le design de cette carte. Ouais, moi aussi, je la trouve elle est toute bête, ça marche très très bien. C'est vrai. Donc voilà, on a à peu près montré ce que c'était que la méta Modern Horizon. Donc la moitié de gros grinders qui regardent peut-être cette chaîne, on skip cette partie de vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Modern Horizon 2, par rapport aux cartes qui sont sorties en MH2, la méta MH2? Alors moi j'ai déjà un début de commentaire, je sais pas si c'est toi Arnaud, donc je vais prendre la parole. Vas-y. Comme ça peut-être ça va t'inspirer aussi. MH2, je trouvais la méta beaucoup plus ouverte à la sortie de l'édition, où ça se cherchait quand même un peu, il y avait beaucoup de decks qui sortaient, on avait identifié très vite Murktide comme étant sûrement le deck à battre, le meilleur deck. Bah, c'est un deck qui avait gagné beaucoup de cartes de MH2, hein. Contre-sort, Agavan, Murktide, Galvanic. Qui est né de MH2. En fait, c'est il ça. n'existait pas en moderne. C'est beaucoup de cartes MH2. Hein. UR Control, ça n'existait pas avant ça. C'était UR Tempo, mais il y a eu des versions d'Elver, mais ça marchait pas, quoi. D'un seul coup, c'est un deck qui existait en Legacy et qui a jailli en moderne. Il y a eu des decks cascades qui sont arrivés, il y a eu Tron qui est revenu en force, et il y avait un espèce d'atmosphère de construction, de metagame qui cherchait à se produire, où il y avait des trucs qui sortaient, qui disparaissaient, qui re-rentraient, voilà. Alors maintenant c'était il y a 3 ans, donc j'ai plus exactement tout dans quelle timeline ça s'est fait, mais c'était plus ouvert. En tout cas j'en ai un souvenir d'une méta bien plus ouverte. Il y avait aussi Saga qui a vachement... Ouais, c'est ça, qui a ouvert plein de jeux. Il y avait le jeu Affinity, Marteau, tout simplement, Hammer. Les gens ils brouillaient beaucoup autour de Saga, forcément c'était une des cartes les plus puissantes de MH2. Et aujourd'hui... et il y avait aussi des Bleu Blanc Control qui étaient revenus avec justement des solitudes. Et il y avait aussi les jeux Omnat, Yorion à l'époque. Ouais. Il n'y avait pas encore... Si. Yorion ça existait avec Omnat et puis Solitude et tout ça. Yorion c'est pas arrivé après Non. Enfin, Yorion ça existait déjà. Non, c'est peut-être arrivé après MH2. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça a été jouable. Parce qu'après Yorion était banni, ça a été jouable ensemble et c'était du plaisir d'ailleurs. Toi t'aimais bien, donc voilà, alors que là la méta post MH3, j'ai vraiment l'impression, alors est-ce que c'est parce qu'il y avait eu un pro tour très tôt par rapport à la sortie de l'édition, je sais plus pour MH2 s'il y avait eu ça, mais là la méta elle s'est fermée très vite, et actuellement le homebrew, le deck maison, il se prend des murs, quoi. Ouais. Tu te ramènes avec un petit deck mono vert, un peu stompy, machin, tu te prends Boros Énergie, tu te fais ouvrir en deux et tu rentres à la maison, quoi. Tu sautes comme ça, ou tu te dis oh bah allez, je vais jouer contre Nadou, ça a l'air bien, voyons voir, et tu regardes l'autre déplier son deck sur ta tête. J'ai l'impression qu'on a encore repris de la vitesse en fait, avec toutes les cartes, les drop 1, les machins qui sont sortis. Tu vois, c'est là le Boros Énergie, tu vois, il y a tellement de cartes à 1 dans le jeu, forcément il vomit sa main très vite et puis il te fait un board énorme. Maintenant c'est ton T2 qui doit être impactant. Ouais, c'est ça, on a gagné 0,5 à 1 point de cœur. Avant c'était ton T3 qui était le moment impactant du moderne, Fable, Baby Tef, machin. Là, dès le T2 tu dois avoir annoncé la couleur, poser un wall, poser Nantuko, ou des cartes qui payent pas de mine comme ça mais qui vont débloquer d'un seul coup le plan de jeu au tour suivant. Ou poser Oslo et Guide et hop ça part tout seul aussi, rien qu'avec tes propres triggers. On parlait de la Frog aussi, c'est pareil, c'est vachement impactant. Avec T2, voilà. Ça y est, les problèmes sont là, parce que je dois gérer la Frog, mais en même temps, la Frog, en la gérant, il va discard Atraxa. Et qu'est-ce qui va se passer parce que en Legacy, il y a ce truc-là, on va y venir, mais là en moderne, il y a Gorios qui existe. C'est toujours un petit pan de la méta. Et c'est toujours fort aussi. C'est un... oui, oui, fort, oui. Ça c'est dans fort, le et en plus c'est vraiment, un peu la même dynamique qu'en Legacy, c'est-à-dire que Psychic Frog ça peut gagner tout seul, donc même si jamais tu peux pas réanimer, sauf pas tes Gorios Vengeance. Un deck qui bouille de plus quand même.
T'as toujours Griff et Solitude qui font du scam avec Ephemerate et puis Psychic Frog. C'est marrant que ce soit une commune qui soit la carte qui vraiment rend le deck beaucoup plus stable. Une petite commune toute bête, mais avec Ephemerate, c'est trop. Ouais, c'est rigolo, c'est vrai que cette carte-là, en la lisant la première fois, j'aurais pas donné un copec et finalement. Et quand même. Dans le bon archétype. Donc tout ça pour dire, oui, on était sur. Maintenant, c'est T2. On parlait MH2 par rapport à MH3. Ouais, bon, ça a gros impact. Globalement, les cartes MH3 sont plus fortes que les cartes MH2, on peut dire. Là, le truc le plus important, c'était surtout Saga et les élémentaires. MH2, tout. En gros, qui ont un peu bouleversé le truc. Que là, il y a vraiment beaucoup de cartes. Vraiment beaucoup. Tu sais, MH2, il y en avait vraiment beaucoup aussi, mais je pense que c'est juste, elles sont plus fortes. Ouais, c'est pas vraiment beaucoup, c'est pas le terme, t'as raison, c'est juste un power level supérieur, exactement. Et du coup, voilà, le deck qui les rassemble toutes, enfin, qui essaye, c'est Boros Energy. Ouais, pour le coup, lui, il a tout pris, tout MH3, il a tout mis dans un seul paquet. Toutes les cartes fortes, et il a dit, ouais, on va essayer avec ça, et ça marche drôlement bien. Après, ils ont recréé le problème de Kaladesh. C'est-à-dire le mana qui se vide pas. Et le mana qui se vide pas, il y a difficilement plus fort à Magic. Voilà, l'énergie, c'est une mécanique extrêmement puissante. Alors, dans la réalisation, pas forcément, parce que ça va dépendre de comment la carte exploite l'énergie. Mais dans l'idée générale, voilà, tu crées du mana qui se garde, qui est quasiment intouchable pour ton adversaire. On peut pas t'attaquer ton énergie, quoi. Non, c'est ça. Alors, il y a une carte, voilà, il y a Sun Cleanser qui se trouve faire un peu cet effet-là. Mais ouais, en gros, mais qui est une carte nulle, quoi, qui est un 4 qui fait que ça. C'est du side. C'est du side, et en gros, tu vas le rentrer surtout. Tu le rentres contre Boros Energy, Sun Cleanser? Bah oui. Ouais. Ah oui. Parce que j'allais dire, c'est surtout bien contre moi il a du mal à la tuer, hein. Ouais, bah c'est sûr qu'après derrière. Parce que Flash il met que 3. Hein. Son enchantement par contre, ça le gère ça. Salve. Son enchantement là pour un statique, je sais pas quoi là pour un blanc. Ouais, ça marche. Ça marche, ouais. Par contre, tu fais pas l'énergie en arrivant, c'est ça? Parce que tu fais l'énergie après l'avoir exilé. Ça arrive, tu exiles, et après. Ouais, tu crées 2 énergies, et du coup, elle est plus là. Vu comment elle est écrite. C'est pas tu crées 2 énergies et machin. Non, c'est d'abord t'exiles. D'accord. Du coup, ça marche. C'est un des moyens que t'as de la gérer, mais. Si tu fais une sortie à Gianni, l'autre, ton Sun Cleanser, il est bien triste, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon, j'ai flippé à Gianni. On parlait encore des drops à 2 impactants, Gianni, voilà, un drop à 2 impactant, donc si c'est pas géré, ça peut vraiment... Mais là, encore à Gianni, c'est pire, parce que si tu slams à Gianni, souvent, ça va pas être bien. Mais si tu fais d'abord Goblin... Goblin Bombardment, ouais. Là, je trouve vraiment tu mets une épée de Damoclès sur la tête de ton adversaire, où tu fais Oslo, et derrière... Alors, c'est vraiment la sortie violente, hein, mais t'es 3 Oslo à Gianni. Donc ça veut dire que ton adversaire, il peut même pas tuer à Gianni en réponse à son trigger qui fait un chat. Si tu vas pouvoir sacrifier l'Oslo. Mais ça veut dire qu'il faut que t'aies déjà Goblin Bombardment, dans ce que tu m'expliques. Ouais, faut commencer par remettre Goblin, quand t'as le choix. Goblin Bombardment. Ah, parce que je comprenais pas en quoi c'était dégénéré de faire double bête tour 3. Non, il faut qu'il y ait un... Ouais, il faut qu'il y ait Goblin T2. D'accord. Mais Goblin, c'est pour ça que moi j'en joue 2 dans... Parce que c'est quand t'as les 2, tu te sens bête, mais c'est trop fort. C'est juste trop fort avec les jetons d'Oslo, avec Adjani. C'est tout bête, mais voilà, toutes tes créatures, elles ont... hop, tu peux les envoyer dans la face de ton... Et du coup, je rebondis là-dessus. Est-ce que ça a un intérêt de mettre du noir? Parce qu'il y a des gens qui splashent noir pour... l'Arpenteur à 3, là, il y a Bowmaster. Moi, je trouve que tu t'affaiblis. Le saut, enfin le nouveau cauchemar récurrent, énergie qui est pas mal. Moi, je suis de la team Boros. Ça fait quand même une sacrée boucle aussi. Tu peux faire tes Ajani en boucle aussi, tu vois. Ouais, mais c'est très très lent. C'est très value, quoi. Ouais. Je trouve la liste Boros plus forte parce que tu vas mieux top deck. Ouais, puis t'as pas de problème de mana, c'est sûr, tu prends moins de dommages sur ta mana base. Tu peux jouer Moon, et Moon, ça règle... c'est toujours un... Ouais, donc il y a des avantages et des inconvénients. En fait, c'est souvent les mêmes entre Mardu et Boros. J'ai l'impression que ce débat, il revient souvent, quel que soit le format. Ouais. Tu joues à peu près les mêmes cartes, mais t'as envie de splasher la 3ème couleur, mais du coup, tu perds les avantages de jouer Boros très énervé pour gagner des trousses à outils. Ouais, après, j'imagine aussi pour le side, t'as un side plus complet parce que t'as une couleur en plus, mais... Le blanc, on pourra rentrer Bowmaster side, et Ctonian, quoi. C'est ça surtout qui est impactant. Ctonian, ça va un peu lent pour le moderne.
c'est fou. Recurring Nightmare, c'est un peu peut-être lent pour actuellement, mais peut-être qu'après, si jamais on a une vague de ban. Et Bowmaster, ça tue plus rien, tout le monde il a 2 de cul. ça tue un chat quand même. Ouais, ça tue un chat, ça flippe pas Jenny du coup. Ça tue aussi au slot. Ouais. C'est vrai qu'il faut s'en débarrasser de cette petite 1-1 initiative lien de vie. Ouais, arrête-toi là parce qu'il y a trop de lignes de texte. Avec le City Basic. Bon, tout ça pour dire MH3 ou MH2, bah ça y est, je commence à faire mon vieux con, je préférais MH2. Tu préfères MH2 J'ose le dire, j'ai préféré... Donc la méta, tu veux dire la méta post-MH2. Ce que ça a donné MH2, derrière, quand c'est sorti, à ce que là, on est actuellement sur MH3, même si je m'éclate à jouer Nadu. Bouh, frappez-moi, flagellez-moi, tout ce que vous voulez. Nadu, je kiffe trop le deck. Moi, c'est clairement le genre de deck que j'aime. C'est le genre de jeu super rigolo à jouer. Par contre, c'est une expérience pourrie à jouer contre, en fait. C'est ça le problème, en fait, de ces jeux-là. Ah, bah tiens, mon coup de gueule. Vas-y. Quand vous êtes un adversaire de Nadu, acceptez que vous avez perdu. Concédé direct. Il fait Nadu, Shuko, tu t'en vas. Non, il y a un moment où le deck il a suffisamment déplié pour savoir que vous allez perdre de toute façon. Si votre seul espoir c'est que le joueur de Nadu se trompe, ça va juste faire que le joueur de Nadu il va prendre plus de temps pour être sûr de pas se tromper et vous allez complètement ne pas pouvoir gagner le match. Moi j'ai gagné des 1-0 plusieurs fois parce que l'autre il m'a dit bah vas-y montre-moi que tu me tues. Bah ok, je déplie une grosse partie de ma bibliothèque. Au bout d'un moment, je lui dis même, j'ai plus de triggers potentiels qui me restent que de cartes dans ma bibliothèque. Donc je vais arrêter de traquer ces triggers-là parce que je vais commencer à avoir des boucles. Donc vous forcez le shortcut parce que déjà, vous aussi vous en avez marre, vous avez envie de gagner du temps. Après vous faites votre éternelle endurance, non tout au-dessus, vous jouez Safekeeper, et blablabla, et on fait mana infini, ensuite on fait PV infini, puis Ottawa infini, puis Boss du infini. Sauf que pour démontrer toutes ces boucles-là à votre adversaire, vous avez pris 5, 6, 7, 8 minutes. Après derrière il fait tu me tues pas. Je fais non mais bon j'ai mana infini, j'ai 16 millions de points de vie, j'ai mon deck sur la table et j'ai une pile de land et à tout moment tu fais quoi que ce soit, je repars en combo et je fais Otawara au boss du infini, mais vas-y montre-moi que tu peux encore gagner cette partie quoi. Prends son tour, draw, il a 3 basiques en jeu. Si je fais tiens on passe à la 2, oui allez on passe à la 2 ouais. Combien sur le chrono? 47. Ah oui il reste 3 minutes Voilà. Ça, c'est le problème de jugement de la part de ton adversaire. Manque d'expérience, en fait, il veut voir un peu le jeu en action, et puis là, il le voit, et puis voilà, la fois suivante, sans doute, il concédera. Mais... ouais. Il y a des moments, ça m'est arrivé aussi, mais entraînez-vous à regarder le deck, je pense que le concède trop vite. Et en fait, on savait pas si j'allais tuer ou pas. Et je continue pour voir, juste, il en avait marre. C'était Mika, pour le nommer. Il en avait marre. Et en fait, je fais non, là, j'étais en brique. Je gagne quand même. Enfin, cette partie, je me vois pas la perdre. J'ai pioché beaucoup de cartes. J'ai avancé quand même dans mes landes. Mais je tuais pas parce qu'il y a un moment, ça s'est vraiment arrêté. J'ai arrêté de trouver des terrains. Et lui, même s'il faisait Lavras, parce qu'il il joue Tron. Il faisait Lavras, bon, ok, reset, Nadu, Shuko qui est toujours là du coup et on redémarre. J'avais pioché le backup. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'était donc concédez pas trop vite, mais si votre adversaire il a l'air vraiment, s'il a déjà Nantuko sur la table, si il commence à avoir 5-6 triggers d'avance, en fait c'est souvent comme ça que tu vas voir qu'un Nadu va pas brick, c'est parce qu'il commence à stacker le nombre de triggers potentiels qu'il peut avoir. Là concéder, passer vite à la 2 et essayer parce que c'est des games très Nadu très extrêmes dans la prise de contrôle de la partie, donc c'est des games qui se concèdent pas tant que l'un a pas vraiment gagné, parce que avoir tout le board, avoir un one ring qui tourne etc, puis le gars avec Nadu il va quand même essayer de partir. Et il n'y a pas l'anti-bet finalement. Ouais, j'ai pioché cette carte sur ma ring, mais j'ai pas eu l'anti-bet. Et ça démarre. Donc le match va sûrement être long encore. Donc si game 1 vous vous faites ouvrir parce que vous n'avez pas gardé une main à jouer contre le piaf, prenez pas trop c'est dur à rencontrer, c'est pas pour rien. Regarde, c'était le jeu le plus attendu au Pro Tour, et c'est quand même le jeu qui a eu le meilleur win rate au Pro Tour. Et j'avais vu une vidéo où il disait qu'il avait un meilleur win rate que Ogak à l'époque. Alors que pareil, Ogak à l'époque, les mecs qui venaient
avec Ogak ou contre Ogak avec 4 lignes du vide de base quoi. Et Ogak il a quand même trop déroulé le tournoi tu vois. Et bah ça tombe celui-là bien. il a encore un meilleur. Je trouve que c'est une bonne transition pour le sujet le plus important, sûrement le plus attendu de cette vidéo, c'est faut-il ban ou ne pas ban dans la méta actuelle du moderne, et on va même faire un tout petit aparté sur le Legacy si ça vous intéresse. Faut-il ban Nadu? Ton avis? Et ben moi mon avis, moi je prends le pari qu'il ne le sera pas. Pourquoi? Je pense qu'il sera pas banni parce que qu'est-ce que ça laisse derrière, actuellement jouer contre Nadu, ce que ça procure comme plaisir pour ceux qui jouent contre ou qui jouent avec. Au début, si vous ne le savez pas, sur Reims, il y a une ligue moderne qui se fait régulièrement. Donc on joue régulièrement la méta moderne avec que des decks tier 1. Il n'y a pas vraiment de petits decks maison. Et bah au début, quand je jouais Nadu, ça faisait, les gens étaient là, ah, voilà, tu joues Nadu, ça y est, l'enfer sur Terre recommence. Et à partir du moment où ça a été la deuxième, puis la troisième FNM, que Nadu est toujours pas banni, les gens commencent à dire ok, tu joues un deck certes très fort, il y aura toujours un deck tier 1, et ça c'est impossible à enlever, il y aura toujours un deck au-dessus des autres. Si t'enlèves celui qui est au-dessus, c'est celui d'en dessous qui devient le meilleur. Enfin, il y a aussi la notion de méta, mais ouais. Donc, c'est ça. Donc voilà, les gens se sont adaptés contre le meilleur deck. Bon bah maintenant ils ont peut-être un peu revu leur side, un peu revu leur manière d'appréhender le match-up. Et du coup, il y a des grind games qui commencent à se faire et qui vont plus se faire sur le niveau du joueur. Peut-être il y a l'avantage du deck, certes, mais comment y répondre. Et il y a l'expérience qui va parler. Et on fait des vraies parties. Souvent Nadu est devant, mais il y a eu une vraie partie où à un moment on savait pas trop qui allait gagner, etc. C'est plus de la bagarre, c'est pas du déroulage. C'est pas, tu te fais un sta ouvrir comme Ogak, qui lui avait vraiment cette sensation où soit tu lui dis non, tu pars pas. C'est ça, mais c'est vrai que dès qu'il commence à faire son 8-8... Pour 0, soit c'était vraiment la fin du monde. Il y a eu Goldfish qui se sont amusés à faire le Ogak versus Nadu. Ogak a ouvert en 2 Nadu. Il y a vraiment eu 0 débat. Nadu il a gagné 2 fois parce qu'il a fait sortie T3 sur le play parfait où il a le coup de chance. L'autre a pas l'anti-bet et il part sans rien et ça suffit à tuer. C'est vrai que le Ogak en plus il avait une dimension combo à l'époque. Parce qu'il y avait donc pont plus le. Tu peux partir T2 là. Voilà. Et du coup tu faisais Ogak tour 2. Enfin non, tu faisais pas Ogak. Si tu peux faire Ogak tour 2. Ouais, en fait tu faisais ton artefact. Stitcher T1. Ouais. Et tout va dépendre de ce qu'il fait ce Stitcher, mais il peut te donner une sortie qui tue T2. Si tu trouves, admettons, tu trouves 2 ponts des enfers, c'est ce qu'il va falloir. Si, ça marche. 2 ponts des enfers, Ogak, et derrière, toi, tu joues l'altar. Altar of Dementia. Tu sacrifies Stitcher, tu te meules de 1 plus 3, t'as 2 zombies, et ça fait Ogak, et hop, tu pars. Et voilà. Tu sacs tes propres Ogak pour te meuler toi, et t'as plein de tokens. Et après, tu meules tout l'autre. Tu castes Ogak en convoquant ton propre Ogak. C'est ça. Et avant que résolve celui qui est sur la pile, tu sacs celui qui a servi à payer le premier. Histoire d'avoir un discount. Et ouais, c'est ça, tu gagnes 1 sur. Enfin bref. J'aimais bien mon jeu. Ouais, c'était trop fort. C'était très. Mais c'est vrai que ça devait pas être un jeu très rigolo à jouer contre. Quoi. Non. T'as l'inlay ou t'as pas l'inlay quoi. Et le point fort d'Ogak, c'est que du coup, tu pouvais jouer un peu comme Sticky Finger en Legacy, en Duel Commander. C'est que en fait ta combo elle est tellement forte et suffit à elle-même que tu vas jouer que de la gestion à côté. Ouais. Et ce qui est pas du tout le cas avec Nadu. T'as un espèce de toolbox qui peut arriver un peu bizarrement par saga ou par corde, mais t'as besoin que tout ton deck tourne autour de Nadu pour fonctionner, que toutes tes boucles fonctionnent. Ce qui rend le deck aussi fort, c'est que elles ont tendance à vraiment être très très fortes dans leur synergie entre elles et à très bien s'abriquer et à se protéger en fait et avoir une résilience sur le fait de pouvoir repartir en combo jusqu'à ce que ton adversaire il fasse cette fois j'ai rien et du coup cette fois tu tues. Mais t'interagis très peu avec ton adversaire. Un Boros Énergie qui fait une sortie très vénère, il t'a tué ton dork, le temps que tu t'en remettes il a fait une pile de tokens. Tu peux partir ce tour-ci, non, il te tue. Ouais. Donc tu fais des games quand même.
C'est quoi le match-up entre Nadu et Boros Energy? Tu dirais que c'est assez équilibré? Bah écoute, je l'ai vu, mais je l'ai pas fait. Malheureusement, je l'ai pas assez joué, donc j'ai pas l'avis exact là-dessus. Ce que tu ressens là-dessus. Je l'ai vu, mais celui qui jouait Nadu, c'était la première fois qu'il jouait le deck, parce que voilà, donc je vous refais le contexte. Je suis en petite partie de Commander à la boutique en mode je me détends tranquille, et à côté il y a deux copains qui veulent s'entraîner un peu en moderne et qui après s'être fait leur match-up qui fait ah Martin, tu peux nous prêter Nadu du coup pour qu'on traille, et voilà, je regardais d'un coup d'œil, j'ai vu que Nadu il a fait j'ai vu ou entendu les missiles. Nadu ça doit pas être facile à jouer, c'est sûr. Bah tu dois connaître Alice Parker, il y a plein de triggers et tout. Bah énergie c'est plus énergie c'est quand même plus autopilote hein. Ouais, mais il y a quand même plein de triggers à pas oublier, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est des triggers en rituel, c'est pas genre des triggers à l'upkeep, c'est quand il se passe des choses que tu fais des triggers. Si, pas oublier que tu fais des jetons à la fin de ton tour avec ton Oslo. Mais, c'est vrai que ça a pas l'air. Nadu, tu dois connaître ta liste par cœur, ton nombre de landes par cœur, savoir bien les fetch les targets à tes fetch que tu peux avoir, bien savoir comment corde. Non, c'est plus comment dur. Setup pour corde, qu'est-ce que tu peux corder et tout. Non, c'est sûr, ça l'a plus. C'est plus dur à prendre en main, mais peut-être plus easy to master. Ouais. Hard to play, easy to master, et Boros Energy c'est sûrement l'inverse. Bon, Boros c'est quand même plus facile à jouer. Hein. Mais donc tout ça pour dire, moi je vois mal. Tu penses qu'il sera pas banni le ban de Nadu. Après, faut reconnaître qu'actuellement les stats sont complètement biaisés sur MTG Top 8. Parce que c'est pas trop. Voilà, c'est très compliqué à jouer sur MTGO Nadu, parce que c'est un deck qui met beaucoup trop de temps à jouer sur un logiciel où il y a une clock qui descend dès que vous avez la priorité. C'est pas comme sur Arena où tant que vous jouez de manière ultra active, vous avez le temps que vous voulez pour jouer votre partie. Donc tu peux partir en combo, tu vas peut-être faire 1, tu vas gagner la 1. Puis tu vas essayer de partir en combo à la 2, t'auras pas assez de temps et tu vas perdre. Alors que t'étais sur le point de gagner 2-0. Alors le monde où tu perds la deuxième, tu sais que tu peux jamais tuer à la 3. Ouais. C'est pour ça que sur MTGO les gens jouent Oracle, parce que ça permet de gagner énormément de temps en acceptant le fait que piocher Oracle c'est la pire draw que tu peux faire possible. Sur ce maintenant, voilà, si on retire Nadu, ça veut dire que Boros Energy c'est le meilleur deck. Ouais, je sais pas. Necrodominance deviendrait probablement le deuxième meilleur deck, ce qui veut dire qu'il y aurait ceux qui ont Soul Spike et ceux qui l'ont pas. Et vraiment se départager sur une carte aussi nulle, moi j'ai pas envie de voir ça. C'est pas que. J'ai rien contre le fait que des cartes puissent coûter cher. Qu'il y ait des joueurs qui se disent bah je peux pas jouer ça parce qu'il me faut 4 One Ring, j'ai pas envie d'acheter 4 One Ring, je comprends. Mais je suis 99% des gens ont pas envie d'acheter Soul Spike quand x4 à ce prix là. Hein. Non, de tous les joueurs. J'aurais bien monté le jeu, mais ça m'a ralenti ça de côté. Ouais. Parce que Necrodominance c'est une bonne carte et tout, tu dis voilà ça vient de sortir, ça a des beaux jours devant eux, enfin à part s'ils la bannent. Et elle coûte pas si cher à côté. Non, c'est ça. Ouais. Et puis ça a l'air rigolo comme jeu, mais ouais les 4 Soul Spike là ça coûte un petit peu trop cher pour juste tester. Et pourtant dès que t'as Sheoldred, t'as One Ring, qui sont pas des cartes données. Hein, ouais, c'est des cartes. Ouais, mais c'est des cartes, tu sais que voilà, ça sera tout le temps bien. Voilà, ça va plutôt bien vieillir. Sera tout le temps bien. Mais Soul Spike, tu c'est le juste joueras parce jamais qu'il y a ailleurs, cet archétype là qui existe, mais sinon tu le joueras jamais ailleurs exactement. Donc Wizard, pour le bien-être du moderne, rééditer Soul Spike. En tout cas, s'il ban Nadu, faut qu'il réédite Soul Spike. Je veux voir vraiment tout de suite pour que moi, ce soit intéressant. Me permettre de rebondir un peu sur ce que tu disais là, le côté. Tu penses qu'ils vont pas le ban. Après, moi, je pense que Wizard, ils aiment bien laisser les decks à base de créatures, ou quand c'est des combos créatures, souvent c'est assez rare qu'ils viennent bannir des cartes dans ces genres d'archétypes, quoi, tu vois. Parce que ça reste quand même des créatures, ça se prend un peu comme en duel commander, ça se prend quand même des anti-bêtes, des machins, et les gens vont juste à adapter leur liste et tu mets plus d'anti-bêtes ou plus de comptes ou plus de moyens de gérer Nadu. Après, bon, comme tu dis, la frustration de Nadu, c'est quand tu le sais de le gérer. Voilà. Il se passe quelque chose. C'est surtout ça qui est. C'est là qui dans tous les cas, il va quand même peut-être faire 2 triggers et le mal est fait, quoi. Il a quand même fait sa value, quoi. Et donc t'es pas à l'abri qu'il ait pas repioché un Nadu et repartir. Et ça, c'est vrai que ça c'est. Je me demande si il aurait été plus balance s'il avait plus accepté le côté combo sur la carte et que c'était if you target the creature you control. Ouais. Voilà. Que vraiment ce soit
ok, cette carte elle est designée pour être combo, Ouais. donc on la transforme vraiment que combo. Mais vraiment c'est une carte qui a l'air d'être faite pour le multi et que si les joueurs interagissent avec... Mais du coup ce serait If Your Opponent, du coup quand Moi je pense que honnêtement la carte, simple. si jamais ça avait été juste, ça trigue une fois par tour, ça aurait pas été... Ça aurait été fort. Ça aurait été bien, une bonne carte. En Ouais. plus ça aurait pu être un one-off dans des shells bleu-vert parce que c'est marqué dessus, c'est bon carton, 3-4 balles, etc. Mais ça aurait peut-être pas été aussi oppressant que ça l'est maintenant parce que 2 fois par tour c'est n'importe quoi. 2 fois ou 3 ça change. Ouais, peu non, grand ouais, chose, on s'en fout, mais une fois c'était suffisant. Je pense que la carte, ça aurait été certainement un bon jeu top 2, tiers 2, tiers 3, mais sans être non plus. Ouais, bah ils ont voulu faire un potard, clac, hop, allez, on pousse le carton. La puissance. Bon, moi je dis pas ban, il y a énormément de gens qui réclament le ban, et si se fait ban, c'est justifié, faut que j'accepte. J'avais pas envie parce que ça fait longtemps que je me suis pas autant amusé avec un deck. C'est ça, quand t'as un jeu qui t'amuse, c'est sûr, mais bon. Il faut aussi que le format il tourne, il faut aussi que justement, parce que sinon on se lasse si tu vas pas jouer Nadu pendant des années. Donc c'est bien aussi qu'il y ait une rotation, que de nouvelles cartes et de nouvelles archétypes arrivent aussi quoi. Bah ça aurait été bien si Bloomborough avait apporté peut-être plus de nouvelles cartes. Bon, j'adore cette édition en limité. Je la trouve trop bien à drafter, trop bien encelée. Elle se déplie. Les petits animaux et tout, c'est génial. Ah bah ça encore, même dans les mécaniques et comment fonctionne, ça fait longtemps que je m'étais pas amusé en limité, où je suis pas là. Ça poussif quand même. Non, elles font toutes des trucs, elles ont des plans de jeu early, late, avec le offspring. Il y a des cartes fortes pour le limité, donc ultra agréable. Mais pour les autres méta, il y a pas un peu néant. Voilà. Le DC peut-être va forcément, comme à chaque fois, va tirer quelques trucs. Non, c'est pas vrai. Il y a une carte qui est jouée dans les Mockingbird. jeux. Voilà, dans les jeux Boros Energy qui splash bleu pour cette carte. Ouais. Ils essayent ce nouveau clone qui est le meilleur clone pour cloner des trucs à 1. Ouais. C'est pour ça que c'est joué. Pourquoi cloner des trucs à 1, ça clone ce que tu veux? Ouais, mais en fait, les autres clones, ils coûtent 2, ils clonent ce que tu veux. Ouais, tu veux dire fantasme à l'image quoi. Ouais. Le moins cher, ouais. Et du coup, ça veut dire que tu peux cheater du mana avec ton clone. Là, Mockingbird, tu peux pas. Tu vas repayer quoi qu'il arrive le coup. Mais c'est le seul qui, du coup, peut cloner quelque chose qui coûte 1. Sans perdre du mana. Ouais, c'est ça. Ah, c'est tordu. En plus, ça lui donne le vol, je crois. C'est ça, ouais. Attends, on l'a vu. Ah non, c'était Jeskai. C'est Jeskai aggro. Ouais. Tu l'as là, ouais. Ouais, c'est ça. Dans le Jeskai aggro. Hop là. Bon, c'est pas dit que ce soit compétitif, hein. J'ai vu ça, je trouvais ça marrant. J'aime beaucoup la carte Mockingbird. Ça, c'est pour avoir 8 Oslo. Ou pour faire tuer tes Adjani, quoi. Des guides ou des machins. Ouais, bon. Ouais, elle est marrante cette Moi, carte. Moi, je suis pas convaincu, je t'avoue. Est-ce que tu penses que cette carte, elle a un avenir dans le DC? En DC? En DC? Ouais. Non. Non? Je sais pas, je me suis posé la question, est-ce que les jeux bleus à terme intègrent ça? Tu vois, un clone, ça a l'air d'être fort quand t'es sûr de ce qu'il va cloner. Ouais. Quand c'est complètement en variance, parce que tu sais pas comment tu vas sortir, puis tu pioches ton clone, ça me paraît au pire, moins fort. Tu sais que t'as une target tout le temps. Ta CZ avec la CZ de l'autre, même. Pas le tien, le sien. Ah, c'est pas que les tiens, hein, c'est any creature. Hein. Ouais. Non, c'est pour ça que je me demande, c'est que voilà, ça. Ouais, la CZ de l'autre, la CZ de l'autre. Parce que tu vois, il y a quand même des. Tenter que t'aies envie imaginons de la CZ le mec qui fait Wild Plume, bah tu fais ok, maintenant mon Wild Plume il vole, quoi. Tu vois, hop, je récupère l'initiative. Ouais. Donc je sais pas, peut-être on en reparlera peut-être dans 6 mois, peut-être je me serais trompé, mais j'aime bien cette carte. Mais après, je vois pas trop dans quoi ça rentre. Moi, je vois en ce moment, j'ai monté un petit Amio, je me vois pas mettre ça dedans par exemple, mais. Donc ça, je vais peut-être un peu plus tempo en fait. C'est vrai que Tamio c'est plus contrôle, mais. Ouais, moi je suis pas convaincu. C'est dubitatif, tu penses que c'est l'effet de mode qui fait que la carte est jouée? Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être le nouveau meilleur clone, et c'est rigolo. Puis ça vole. Et ça, voilà, tu fais un clone qui vole, c'est rigolo. Mieux. T'as pas de downside, comme quoi il peut pas être target ou machin sans que tu le sacrifies. Donc, affaire à suivre, pour le moment je suis pas convaincu. Après, qu'est-ce qu'on pourrait ban en moderne? Là, on est plus dans la spéculation. Si Nadu ne sort pas, est-ce qu'on banne la bague par exemple? Est-ce qu'on enlève One Ring? C'est bon, on a ras-le-bol de cette carte coûte trop cher. Les gens qui détestent One Ring. Voilà. Moi je pense que One Ring il est là pour rester, hein, sinon il aurait déjà sauté en fait. Tu retires, ça veut dire que tu retires à Nadu un plan. Ouais. Mais du coup, il n'y a plus de Jeskai Control. Alors là, il n'y en a plus du tout. C'est ça, puis les jeux contrôle. En fait, maintenant, ça va être les jeux. Ouais, non, les jeux contrôle, ça n'existera plus quoi. Il n'y a que le jeu Amulette qui joue One Ring parce qu'il peut ramper dedans rapidement.
et les jeux Tron, parce que pareil ils peuvent le faire venir rapidement en jeu, parce qu'ils justement ils abusent sur le mana, mais sinon ouais. Enfin, je trouve que ça rentre pas dans suffisamment de jeux qui viennent trop écraser la méta pour justifier un ban. Moi je pense que si jamais ils avaient dû le ban... 12 c'est un splash hein. Ouais, je sais. T'as même pas besoin de cette carte en fait. T'en joues pas 4, t'en joues 2. Si ça existait pas, dans la liste. C'est juste que c'est une très bonne carte tout seul. Donc là, voilà, là-dedans, tu joues un jeu combo, donc ça te permet d'assembler plus facilement. Et tu joues Alpheline, donc ça te donne encore plus envie de. Tu joues des Dorks, donc ça te donne envie de jouer One Ring. Ok, le win rate serait peut-être pas le même, mais tu retires One Ring, le jeu il est complètement fonctionnel. D'ailleurs, je pense que les premières versions qui ont fait des résultats, ils jouaient pas forcément One Ring. Ouais. Ça vient peut-être un peu plus du Pro Tour. Non, au début, on avait pas, puis 4, puis après, ça a été 2 qui a été sûrement la meilleure liste. Mais ce qui m'arrive, je sais plus si je l'ai dit ou si c'était avant qu'on tourne, mais souvent dans certains match-ups, vous cuttez les One Ring. Post-save, vous cuttez les One Ring parce que ça va être trop lent, ouais. Ça va, ou ça va se prendre des cartes, des effets de bord. En mirror, tu le vires. En mirror, tu le vires complètement. T'auras absolument jamais le temps de l'engager 2 fois dans le mirror. Ça va être soit tu pars en premier, soit tu lock l'autre pour qu'il parte pas, avec Meat, avec Volatile Up pour voler son ado au moment où il tente de partir. Ce qui est pas fort, mais ce qui peut être suffisant. Donc moi je pars du principe que One Ring vont pas le bannir. Parce que ça, pour moi ça apparaît pas dans suffisamment de listes. Ok, hein, c'est quand même très fort, très joué, hein, mais ce que je veux dire c'est les listes dans lesquelles ça apparaît, à part peut-être le mono noir là. Ouais. Mais globalement... Bah si tu l'enlèves, Tron devient un deck quand même drôlement moins bien. Qui se défend quand même, parce qu'il a plus autant besoin que dans Mono Green Tron. Il a plus autant besoin parce que comme au moment de mon Kozilek, ça remplace presque One Ring dans l'idée... dans la puissance que ça va... La synergie, c'est ça que je cherche dans la... Bon, je vais y arriver, dans la synergie de ton deck. Mais c'est un bon enabler qui mais Jeskai Energy, vous lui retirez One Ring, le deck peut plus être joué. Non mais c'est sûr que tous les jeux contrôle maintenant il prendrait une claque super fort par rapport à ce qu'on disait, la value et du coup allez, maintenant on a fait les deux qui sont le plus sur les cartes détestées, donc on enlève Nadu, on enlève One Ring qui c'est la 3ème carte, donc du coup ce serait sûrement dans Boros Energy qu'il faudrait aller claquer. C'est quoi la meilleure carte de Boros Energy Bah Flash, tu crois que Flash? Et là, alors là, du coup, Jeskai, tu non, je pense pas que Flash c'est la meilleure carte. Est-ce que c'est pas Oslo le problème? Après, c'est pareil, regarde, tu retires juste Guide of Souls. Il y a beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup moins fort. Ouais. Est-ce que c'est la combo Guide Oslo of Souls Guide, ce qui fait vraiment. Mais en même temps, est-ce que si jamais tu mets à la place une garde des âmes qui fait la même chose, juste gagner une point de vie, est-ce que c'est pas le même. Bah tu enlèves la partie énergie. Ouais, tu enlèves la partie énergie, mais... Et encore, hein, parce que Raptor restera toujours aussi fort, Galvanic Discharge, ça te reste toujours aussi fort. Mais bon, franchement, je vois la carte, j'ai pas envie de bannir Guide of Souls, c'est quand même pas pété bah, comme c'est carte. Joué que dans ce deck-là aussi, vraiment, c'est très très... Ouais, mais c'est parce que ce jeu-là, en fait, il prend le pas sur tous les autres, donc forcément... Tu dis c'est jouer que là-dedans parce que ça c'est le mais peut-être que si jamais si jamais il bannit Nadu littéralement c'est joué que dans Nadu aussi hein. Non, mais voilà, c'est facile de dire c'est joué que là-dedans parce que forcément il n'y a pas de meilleur archétype. Après peut-être que si jamais il y avait des cartes en moins, il y aurait plus justement de decks blanc, Guide of Souls, je sais pas, avant ça existait les jeux un peu Soul Sister où tu gagnais plein de points de vie, du coup tes petites bêtes elles devenaient très grosses. Comment ça s'appelle le martyr? Ouais voilà, ce genre d'archétype ça peut rentrer là-dedans je pense quoi. Donc je sais pas, parce que je trouve que les cartes ont pas l'air trop fortes non plus dans le jeu, tu vois. Oslo c'est ok mais c'est pas non plus, c'est un bon drop 1 mais c'est juste la synergie qui est tellement forte ensemble qui font que ça fait des trucs un peu abusés mais individuellement c'est pas des cartes non plus. Et du coup vous voyez ces réflexions dur, hein. Qu'on creuse, qu'on machin, alors vous avez peut-être derrière votre écran un avis très tranché, peut-être êtes-vous déjà en train d'écrire un commentaire de 6 pieds de long. Mais forcément, les questions qu'on essaye de soulever, Wizards les pose aussi. Dans des équipes qui ont des infos que nous on n'a pas, faut se rappeler que eux, ils voient dans le futur, donc ils savent ce qui arrive, ce qui va sortir. Ils ont de la data colossale et ils ont des mecs qui savent analyser cette data. Même si je pense un petit peu qu'ils ont quand même drôlement relâché la pression sur les formats hors Commander.
qui sont un peu moins regardants sur la banlist, ils regardent de temps en temps, bon, ils ont l'air de s'amuser les enfants dehors, il y a personne qui saigne et qui pleure, c'est bon, on peut continuer de discuter à la table de ce qui fait de l'argent. C'est ça. Puis de temps en temps quand ils entendent un enfant pleurer... parce que là ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a pas sorti de nouveau set là, faut se dépêcher. Bon, on déborde, mais voilà. Donc je pense, et moi je prends ce pari-là, je ne mettrai pas non plus de l'argent, mais moi, je peux parier un cookie imaginaire si vous voulez, qu'il n'y aura aucun ban moi, je serais pas, en moderne. Ouais, moi non plus. Moi je serais pas choqué s'il n'y avait pas de ban en fait. Ah mais et puis on pense, il y a peut-être aussi, alors dans Nado, ce qui pourrait sortir, peut-être ce serait les cartes qui vont avec, genre Shuko. Alors, Shuko, Chord of Calling par exemple. Shuko, je pense que si tu le retires, c'est quand même beaucoup moins fort le jeu. Ça restera toujours un jeu, mais après du coup faut passer par les bots. Donc ça fait un mana de plus. Non, les bots elles sont pas légales en moderne. Lightning Greaves. Si, c'est Mirrodin. C'est Mirrodin. Ouais, ah oui. Première édition de base, c'est Mirrodin. Effectivement. Si, bot, c'est sûr. Ouais. C'est juste que c'est jamais joué, mais. Oui. Ok, non, bah oui, en plus complètement. Donc, et donc il y a quoi? Tu peux pas les chercher sur Saga aussi. Ouais, tu peux pas les chercher sur Saga et ça coûte 2 mana. Du coup, ça fait. Tu peux quand même partir tour 3. Tu peux quand même partir tour 3. Tour de bot, tour 3. Ouais, c'est toujours pareil. Mais le 2 mana et qu'il va pas chercher sur Saga, donc voilà, c'est déjà moins fort quoi. Après, c'est quand même bannir une croquette juste pour niquer un archétype. En même temps, ça va manquer à personne, Shuko. C'est juste une carte pour faire des combos. Hein. Elle est éclatée cette carte. À ceux qui les auront payés très cher. Oui, bien sûr, mais ça, voilà, c'est Magic Finance. C'est autre chose, ça. Hein. Tu paries et puis des fois tu gagnes, des fois tu perds. Hein, ça, Ou Chord of Calling, qui est c'est quand même la pierre angulaire. Chord of Calling, ouais, mais ça, même le jeu il pourrait partir sans. Hein. Bah, ouais, on repasserait à 4 pactes, quoi, mais. C'est ça, il y a toujours des alternatives. Tu peux jouer des. Comment ça s'appelle le truc où tu sacs une bête, tu vas chercher un Piercing Pod. Non, pas. C'est l'équivalent, mais le truc. C'est un rituel, ça fait un peu comme Pot. C'est 2 verres et 1. Tu sais que Eldritch Evolution. Voilà, Eldritch Evolution. Oui. Donc, tu as tout le temps des moyens de toute façon de tuto dans ton jeu. Tu pourrais aussi jouer comme tu as du blanc. Du coup, ce serait chaud. Et la Dame Recall, tu vois. Donc ça manquerait pas le côté je vais chercher ma bête. Ça, tu auras toujours des tuteurs, tu auras toujours des moyens. Pour moi, la pierre angulaire, c'est bon, évidemment, l'oiseau. Si l'oiseau n'existe pas, le jeu n'existe pas. Mais si tu veux garder l'oiseau, ce serait Shuko. Mais c'est pas dit qu'avec 4 Lightning Greaves, le jeu, même si un peu moins performant, il serait pas quand même top bêta, top dominant. Ouais, bah après, tu sais, ce serait le chevalier, peut-être un drop de plus, un bill ou 2 de plus, pour avoir des départs différents. Et voilà. Ouais, tu enlèves les 4 Shuko, je pense que je mets un Safekeeper, un bill, un chevalier et une botte. Et j'enlève les 4 sagas. Ou j'en mets plus que 2, et puis on voit ce que ça donne, et je pense que ça se défend encore Saga là-dedans. Parce que ça reste une bonne carte Saga qui va chercher tu vas chercher Myth avec. Peut-être qu'après du coup le jeu il serait plus orienté à avoir un plan B mid plus cohérent, parce que là tu peux pas, enfin t'as quoi, des D1, des 2-2, ça tue pas. Et peut-être que justement t'aurais une ou deux cartes tech, genre par exemple truc à Lacron, mais vu que t'es beaucoup axé terrain, tu joues en one-off la Titania là. Bon, ça peut être un moyen de tuer, tu vois, Titania. C'est vrai. Vu que tu joues plein de fetch, machin. Enfin voilà, je pense que si jamais tu lui casses son. Enfin, tu lui fais que son plan combo est beaucoup moins violent comme il est là et qu'il est vraiment all-in sur la combo, tu peux justement. Tu dis, ok, c'est un jeu faire avec un plan combo, un peu comme on avait fait avec le Devoted à l'époque. Ouais. De temps en temps, c'est oups, j'ai la combo, mais avec un plan B. Mais c'est pas dire que ça marche, hein, parce que vu les cartes, comment elles sont tellement puissantes, tu juste essayer de tuer avec des petites bêtes ou des Titania. Bah, quand toi tu joues des Vras pour 2. C'est ça, hein, et Galvanique et machin et trucs, des petites réponses et des petites menaces pas chères et des petites. Faut voir. Parce que justement, c'est vrai que c'est oppressant ancien, hein, le deck énergie. Ça asphyxie un petit peu tous les petits jeux à base de petites créatures elfes, tout ça. C'est très efficace les spells, et après bombardement de gobelins qui fait et Adjani qui font du taf pour kill le board quoi. Ouais, donc c'est pas si évident. L'avenir nous le dira très prochainement. Moi j'ai donné mon avis. Toi du coup Non, moi je serais pas choqué. Moi je suis pas pour ou contre. Moi évidemment j'ai acheté mes 4 Nadu parce que j'ai. Allez, tu dois prendre la pilule bleue ou la pilule rouge là.
Ban ou pas ban? Moi je préférerais qu'il soit pas banni parce qu'en pas plus, banni, okay. Bon après c'est personnel, mais j'ai acheté tout le jeu et j'ai pas encore joué avec. Donc forcément je préférerais pas avoir jeté mon argent par les fenêtres, mais je trouverais raisonnable qu'il le banne parce que voilà, les stats font que si tu veux varier la méta, c'est pas déconnant. Et après je pense que tu peux aussi le combattre avec des cartes, peut-être qu'ils vont sortir des cartes de side un peu plus punitives, tu vois, on a le Archmentor, on a ce genre de cartes qui peuvent vraiment essayer de l'embêter, donc voilà, un peu comme avec le jeu Storm, des cartes de side mais vraiment très très punitives. Donc voilà, on verra bien ce qu'il choisit. L'un ou l'autre, on suivra comme d'habitude, de toute façon, j'ai le on acceptera. D'acheter des cartes et puis qu'elles se font bannir parce qu'elles sont trop fortes maintenant. Du coup toi tu es dans la même team que moi, tu préférais pas ban? Non, parce que c'est une créature, quoi, tu vois, tu peux interagir avec. Alors du coup, voilà. un peu de Legacy, la parenthèse Legacy, où là, par contre, actuellement, il y a l'air d'avoir... un vrai problème. Un bébé qui pleure. On peut le dire. Il y a vraiment un deck qui survole les autres. C'est quoi le deuxième plus... Eldrazi Aggro. Eldrazi Aggro, 11%. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le nouveau Eldrazi. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est peut-être aussi un effet de mode. Hein. Comme Eldrazi vient de sortir. Ah, c'est fort. C'est vrai qu'à l'époque, il était déjà bon ce jeu Eldrazi avec les calices. Il y a des calices aussi là-dedans? Non. Il avait Xing Bobble qui fait un peu le même effet. Mais voilà, où vous. Ça joue des calices tourins. Ça joue des Mox Diamants. Ah ouais, j'étais pas à jour moi, mais ils sont pas un peu. Là, les 2-1. Bon, Eye of Ygin, exactement. Mais avant, il y avait le la mimique. Ouais. Du coup, apparemment, c'est même plus. Non, tu joues vraiment autour de cette carte-là, quoi. Ah ouais. Parce que tu vas les jouer pour. Tu vas jouer avec 2 mana, tu vas jouer 3 drops à 3, quoi. C'est. Ouais. C'est ça qui devient très très vénère, parce que Eye of Ygin, Temple, il se passe vite des choses, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'après, tu peux très vite vomir ta main, mais. Sur le papier, ça me fait pas rêver. Après, il faut le voir en pratique, à mon avis, c'est beaucoup plus violent. Mais... apparemment, ça se défend pas trop mal, mais bon. Ça doit avoir du mal à se défendre contre le deck. Qui joue 4 Force of Will, 4 Daze, 4 Brainstorm, 4 Ponder. Ça en général, c'est une base. C'est la base. Hein. Qui se défend pas trop mal. Tu joues bleu, tu joues ça, quoi. Tu te dis, bon, peut-être que c'est un deck très coloré. Il y a des Wastelands, donc c'est que le deck joue pas beaucoup de couleurs. Donc déjà, il a pas trop de problèmes avec sa mana base. Il peut se permettre de jouer Wasteland, il peut se permettre de jouer des basiques, donc éviter les Moon Effect. Et après, le plan de jeu Reanimator, qui est forcément la faiblesse est que si tu te fais agresser ton cimetière, derrière tu vas mal piocher, parce que tu vas piocher des réanimations alors que t'as pas de cimetière, ou tu vas piocher les tons que tu peux pas jouer. Mais déjà que You Black Scam, ça c'était très présent avant MH3 parce que Griff Reanimate c'est un plan, et avec le troll, voilà, le troll qui est pas la meilleure carte du monde, mais qui fait juste son petit travail de au pire c'est une grosse bête, vraiment dans les mondes très très mauvais, du Legacy où t'arrives à caster une créature qui coûte 6, mais sinon c'est pour un noir, tu fixes ta mana base et tu la réanimes avec Reanimate si t'as pas Scam, et derrière t'as tout le package contrôle. Mais là il y a eu la grenouille dont on a parlé vite fait en moderne, qui est l'enabler parfait, plan de jeu à lui tout seul, que des effets qui coûtent pas de mana, donc parfait, c'est gratuit, c'est pas cher. Et derrière vous avez de la draw pour un deck contrôle qui est parfait, vous avez donc de l'attaque et vous piochez les votons, hop, vous les discardez, ça fait gonfler votre grenouille, donc en plus c'est complètement gratuit le fait de mettre votre ton au cimetière, et vous pouvez réanimer, prendre complètement l'edge de la game. En fait, c'est un petit peu la colle qui vient tout consolider. C'est qu'avant, il y avait déjà les jeux scam, comme tu as dit là, les bleus, noirs, scam, machin, qui marchaient plus ou moins bien, voilà. Tu avais déjà aussi les stratégies Reanimate, qui étaient plus solides forcément sur le cimetière, voilà, ou qui avaient le même shell, et toujours le Griff Reanimate, comme tu dis, ça c'est vraiment, ça vole des parties tout seul. Et là, du coup, maintenant, on a Psychic Frog, on a pris un peu les meilleurs éléments des deux jeux, et Psychic Frog, il fait, ok, je peux prendre un plan de jeu ou l'autre. Et du coup, c'est cette carte avec cette flexibilité qui fait que même si jamais ça marche pas le plan tempo, c'est pas grave, Psychic Frog, de toute façon, ça règle le problème. Voilà, ça
Ça vient régler tous les problèmes qu'avaient les jeux en fait. Et ce qui est trop vénère, c'est que tu peux faire des sorties de Psychic Frog et c'est assez drôle. Tiens, là, j'ai cet éclair qui me passe en tête, mais ce moment où tu te dis si tu arrives à piocher 2 fois la carte, tu prends très très fort le contrôle d'une partie. Ça montre souvent que la carte est très 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 forte. Hein. L'autre exemple qui vient en tête, Fable. Quand t'en pioches 2, ton oppo tout de suite il est en mode oulala, là j'ai 3 tours pour trouver une solution, sinon il y a un létal qui va arriver de manière très extrême. Et là 2 grenouilles qui commencent à connecter, vous faites piocher, vous faites Ancestral Recall tous les tours. Ouais, avec Days et Force of Will. Ça snowball. Hein. C'est la natation qui commence. Ouais, c'est ça. Du coup, vous ratez pas vos land drop aussi. Donc l'espèce de death qui est pas trop censée arriver, vous la voyez pas. Ça se fait tellement pas tuer que cette petite grenouille qui est dure à bloquer, qui exile. En tout cas, j'ai entendu dire des gens qui disaient que ça va se prendre un ban en Legacy. Peut-être pas la frog, mais il faut faire quelque chose parce que ce jeu-là est trop dominant et on n'arrive pas trop à le contrer. Enfin voilà, c'est vraiment ce serait pas étonnant. Le meilleur jeu de la méta. Moi là, je suis un peu dans l'idée. Ouais, c'est la grenouille. C'est la grenouille qui doit sauter en Legacy. Elle est trop forte pour le Legacy. Elle répond à trop de problèmes, trop de solutions plutôt. Je sais pas comment le dire. Ouais, et puis elle se pitch aussi. Ah oui, on a oublié ce détail là, mais elle se pitch des deux côtés. Elle se pitch sur la force et sur griffe quoi. C'est vrai. C'est en plus, t'en as déjà une qui tourne, bah la deuxième elle va pouvoir nourrir le contre gratuit ou non ça et puis bah Reanimator ça a un côté très très frustrant quand l'autre le fait, bah voilà vous avez une Atraxa sur la table, l'autre qui s'est refait une paluche, enfin c'est insta-kill quoi. Puis moi je me souviens déjà à l'époque quand je jouais Delver et que ça jouait des Reanimators. Bon, des fois tu ralentissais, en fait le mec tous les tours essaie de réanimer, et puis toi tous les tours t'essaies de l'empêcher de réanimer, ou juste il a pas, enfin il faut contrer l'entombe, enfin tu vois. En gros il faut qu'il ait mis un truc dans son cimetière et après qu'il le réanime. Donc tu vois t'essayes de l'empêcher de faire tout ça. Mais là en attendant, tu lui mettais la pression, t'avais des delvers, t'avais des petits trucs, des moyens de lui mettre la pression qui font que tu le stoppes, puis en attendant tu le tues, puis à un moment voilà il est trop bas PV et même s'il réanime c'est trop tard quoi. Mais là maintenant en fait la Psychic Frog elle fait ok c'est pas grave. J'arrive pas parce que tu te défends, mais moi je bloque avec mon Psychic Frog. Moi j'attaque avec mon Psychic Frog parce que et c'est ça qui fait moi que je fais du CA avec mon frog aussi. Voilà, elle est quand même dégénérée cette carte Psychic Frog de mana. En gros c'est comme si à l'époque pour les vieux joueurs, il y avait Psychatog et Infiltrator Ombromage qui s'étaient mis ensemble, qui ont fusionné et qui ont fait et qui coûtent que 2 mana. Voilà, c'est ça. Et plus 3, que juste que 2. Pour les fans de Dragon Ball, c'est la fusion, c'est le Super Saiyan 2 mana, enfin c'est ouais. Maintenant, c'est des marques à +1/+1. En plus, ouais. Au début, quand je l'ai lu, j'avais discard +1/+1. Alors, ça va, c'est comme les. Attends, marqueurs. Ah ouais. C'est ça, c'est qu'au fur et à mesure que la game, ça va être de plus en plus gros. Même si jamais t'es un petit peu derrière, t'attends 2 ou 3 tours, t'as potentiellement 2 ou 3 marqueurs +1/+1. Ouais, si vous voyez votre grenouille commence à connecter, défaussez les cartes. Hein. Essayez tout de suite de la mettre à 2 ou à 3 au moins pour changer votre clock. Et puis après, elle tourne toute seule. Hein. Elle fait de son Delver, elle met 3 par tour. Et ça tue. 4, ça tue en 5 tours. 5, ça tue en 4 tours. Et faites les maths aussi comme ça. Ouais, c'est très bon carton. Donc ouais, ça m'étonnerait pas qu'ils bénissent ça. Hein. Pour dire qu'on revient dans le Legacy d'avant qui était à peu près ok quoi. Bah, je sais pas même si ils ont retiré le gobelin. Hein. Ouais, même si c'est vrai. Les stickers, c'est tout ça. Mais Reanimate, c'était déjà un jeu top méta avant la grenouille. Hein. Donc. Mais là, c'est trop. C'est peut-être là, trop. Ça le met vraiment trop sur le devant de la scène. Parce qu'on voit vraiment. Si on regarde MTG Top 8, c'est assez équilibré. Tout le monde est à 2, 3, 1, 2%. Il y a 3 decks. Bon, 3-4 decks quand même. Quand on voit Dimir, mais quelle est la différence? Bah en fait, lui, c'est la fameuse. Voilà, c'est la fameuse. Ok. C'est ce qu'on disait justement, c'est que. T'as pas le côté bullshit, oups, j'ai fait un Griselbrand ou un Archon tour 2 et je vais gagner juste comme ça quoi. Ouais. Là, c'est plus faire en fait, ton but c'est vraiment d'empêcher l'autre. T'as toujours cette grenouille que joue 3-4 qui est toujours trop forte. Ouais. Ok, donc assez intéressant sur ce Legacy. Après, je pense, s'ils sortent une carte, ce sera sûrement la grenouille. Ouais, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que non? Bah,
Ouais, je pense, hein, ça me paraît. Cette fois, je prends la pilule rouge. Hein, je pense le plus évident, même si voilà, c'est une carte que j'adore. Mais, Les joueurs de Legacy, dites-nous ce que vous en pensez. Nous, on en fait beaucoup moins du Legacy. Ouais, ça c'est moins l'occasion. On va tout faire. Avant-dernier point, tu m'en parlais rapidement avant concernant les Secret Lair. Un petit coup de gueule sur le nouveau fonctionnement des Secret Lair. Alors, je suis pas le premier à le dire. Enfin, on n'est pas les premiers à le dire même. Maintenant, Secret Lair, si vous n'avez pas suivi, c'est revenu en stock limité et ils ont arrêté le print sur demande, créant des temps d'attente extrêmes. Alors, par où commencer, mais l'avantage du print sur demande, c'est que voilà, vous étiez Monsieur Random qui avait trouvé un Secret Lair à votre goût, parce que c'est des cartes que vous aimez, parce que c'est des cartes que vous avez envie de jouer, une manière de récupérer des rééditions des fois, un peu plus jolies, un peu moins chères, ça cassait un peu les prix. Et ben voilà, vous aviez accès pendant toute la période de la vente de ce Secret Lair à autant de fois le Secret Lair que vous vouliez, mais vous attendiez facilement 4 ou 5 mois avant de le recevoir. Et les lois sont ainsi faites, un produit qui vous n'est pas vendu à l'instantané ne peut pas vous être légalement dans l'obligation d'être facturé tout de suite. D'accord, on refait ma phrase plus française. Si on peut pas vous donner tout de suite le produit, on n'est pas obligé de vous le facturer. Du coup, vous avez le droit de ne pas le payer tout de suite plutôt. Ce qui est un peu logique. En même temps, vous achetez du vent. Bah ouais. En théorie, donc ça crée forcément ceux qui, bon, tant pis, je le paye tout de suite et puis j'attends. Et ceux qui attendaient qu'il y ait le virement qui se parte en automatique. Alors forcément, si vous avez déjà fait un achat sur Secret Lair pendant cette période-là, c'était vous acceptiez un virement de 0€. Enfin, souvent avec les banques, c'était ça. Et voilà, quand le Secret Lair était disponible, allait être envoyé, donc souvent une vingtaine de jours avant que il arrive dans votre boîte aux lettres, et d'un seul coup, l'argent était prélevé. Sauf que ça crée des problèmes avec les gens qui peuvent 2 jours avant avoir eu une merde, hein, on va dire ça comme ça. Ça peut être pas absolument de la faute de sa personne. Peut-être que cette personne avait l'argent au moment d'acheter le Secret Lair, elle a oublié. Et puis elle a un peu mal géré son budget et elle a bu trop de sous. Puis la personne peut avoir changé de carte, la carte peut avoir expiré. Et bref, du coup, Secret Lair il se retrouvait avec un ordre de paiement qui est refusé. Et des fois, ils n'arrivaient jamais à se faire payer. Donc dans ce cas-là, ils n'envoient pas le produit. Et ils se sont retrouvés avec des quantités énormes de produits qui leur restaient sur les bras. Donc faut aussi relativiser ce côté-là. Ouais. Pour eux, c'était relou. Forcément, ça entournait aussi des poursuites légales parce que toi, tu t'engageais à payer le produit. Mais bon, si tu peux pas le payer, c'était à l'international. Donc, si tu dois, pour eux, poursuivre un mec qui habite en Nouvelle-Zélande alors qu'ils sont aux États-Unis, c'est casse-pied. Tout ça mis en lumière, ils ont fait OK. C'est simple, on va revenir au système d'avant. On va mettre un stock limité. Et voilà, il y a 12 000 ou 15 000 Secret Lair à la vente. Du coup, on peut les imprimer tout de suite, parce qu'on sait qu'ils seront vendus de toute façon. Parce que la limitation crée la vente. C'est ça qui est dingue en plus. Ouais, c'est vrai. Parce que quand ils montrent leur data de print on demand, ils vendaient moins que quand c'est devenu limité. Ils vendaient 11 000, 10 000 produits. Voire moins, certains Secret Lair, il y en avait que 7 000 qui partaient. Et maintenant qu'ils sont tous en limité, même ceux-là qui partaient moins, les terrains de base souvent, ils partent quand même quasiment out of stock, sur plus long terme, mais quasiment out of stock. Donc cet effet de poursuite au limité, ça fait que sur les Secret Lair qui sont très prisés, là, Hatsune Miku, pour parler, et le dernier, les Monty Python, t'as 12 heures pour les acheter, après il n'y en a plus. En sachant que les 2 dernières heures, déjà, ça commence à être compliqué. Quand tu te connectes sur le site Secret Lair le jour de l'ouverture de la vente, t'as 1h30 d'attente minimum. Il faut que tu restes pas trop loin de ton PC. Sachant que quand votre fenêtre d'achat s'ouvre, vous avez 20 minutes pour acheter.
Après, sinon, le site vous kick. Donc, tu peux pas dire bon, je vais rester connecté toute la journée pour pas rater. Du coup, si tu fais pas gaffe et que tu oublies ce jour-là de regarder et que tu te fais avoir et je vais venir, vous l'avez sur le bord des lèvres, là ça vous brûle, les scalpers, ils s'en donnent à cœur joie, forcément. Des gars qui s'en fichent complètement presque de Magic, qui vont acheter 12 fois le Secret Lair, et dès l'instant où ce sera out of stock, vont les proposer en vente à des prix 3 fois, 4 fois supérieurs à celui du marché, enfin du Secret Lair, et ça part. Parce qu'il y a des gens qui ont, par rage, par frustration, se disent bon, c'est tout, je l'achète. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, le faites pas. Très 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 souvent, dans le mois qui va suivre la vente, quand ça va être sur MKM, donc là on est vraiment sur le marché européen, il y a des boutiques qu'on achète, machin, qui vont les proposer, et vous allez perdre de l'argent par rapport à si vous l'aviez acheté sur Secret Lair, il n'y a pas de doute, il en valait 45 frais de port offerts. Et là, vous allez le payer 55, 60 euros avec 10 euros de frais de port. Mais vous ne faites pas avoir et le payez pas 100 ou 130 comme il y a certains qui sont partis sur des eBay, sur des machins. Donc c'est ce coup de gueule-là, actuellement sur Secret Lair. Voilà, les fans de Monty Python qui n'ont pas pu en avoir parce que... ils étaient pas dispo pendant une journée à passer tout le temps derrière un écran, à attendre 1h30. Surtout c'est le lundi, souvent. Je veux dire, voilà, les journées de boulot. T'as plus de chances d'avoir une place pour un concert de Taylor Swift. Hein. C'est ça. Alors moi, les gros fan de Secret Lair que je suis au taquet pour les avoir. J'ai de la chance pour le moment. J'arrive à être connecté, mais jusqu'au jour où ça va être embêtant. Tu vois, c'était le Secret Lair chien-chat. Le commandeur chien-chat que j'avais passé sous le nez, pareil, parce que c'était tout de suite, ça venait de revenir en truc limité, j'avais même pas encore eu l'info. Et là, j'attendais qu'il sorte. Il sort le samedi, le dimanche à midi, il n'y en a plus. Et moi, je me réveille le lundi matin. Je me dis non, c'est pas vrai. Et je vois les prix. Alors, c'était 100. Attends, combien ? 120, 130 je crois, ou 150 de base, le Secret Lair sur le site. Et je vois que c'est autour des 300 sur MKM, je suis là, c'est même pas la peine. Et du coup j'ai attendu longtemps et j'ai vu, il y en a un 280, puis un 270. Et je me dis, dès que ça repart dans l'autre sens, tant pis, j'accepte mon destin. Et au final ça a été, c'était 180 de base. Et j'ai vu un Polonais qui la vendait à 218. Avec 12 euros de frais de port, donc ça m'a fait 230. Fait bon, j'ai perdu 50 balles, mais j'accepte mon destin. Et maintenant, mais bon, c'est vrai, comme tu dis, ça t'a demandé d'être là à la veille, de regarder tous les jours comment vont les prix. Enfin, tu vois, tout le monde n'a pas le temps de faire ça, à part si t'es un passionné, un collectionneur. Enfin, tu vois, juste de temps en temps, t'es un joueur de Magic, t'aimes bien un thème, machin, tu voudrais pouvoir te l'acheter. Non, justement, tu peux pas parce qu'il y a cette rigueur à avoir d'être là le jour. Et en plus, t'as le sum qui est affiché pendant 40 jours. Ça m'a fait rire ce même-là que j'ai vu passer parce que du coup là si vous allez le site sur Secret Lair, pendant encore 4 jours on tourne, le Monty Python, il y a toute la pub, tout machin, quand c'est tout joli, et vous arrivez sur le site et vous voyez tous les Monty Python qui sont en gris avec marqué out of stock, et cette vente se termine dans 4 jours. Hein. Alors que ça fait 28 jours qu'il n'y a plus rien, alors il reste encore quelques-uns des autres, mais les Monty Python il n'y en a plus. Donc c'est drôle, mais là vous en faites pas, le prochain Secret Lair arrive tout de suite, vous pourrez moucher vos larmes dans d'autres cartes, Donjons et Dragons et machin. Il y en a quasiment tous les mois. Plus tous les sets et tout. La réserve liste numéro 2. Faut vraiment être un taré pour être un collectionneur. Pour tout avoir, là, c'est compliqué. C'est très très compliqué pour tout avoir aujourd'hui. Pour des gens de ton profil qui sont collectionneurs Secret Lair plus joueurs compétitifs. Ouais, mais les joueurs compétitifs, donc tu te demandes aussi de récupérer les cartes quand elles sortent. Tu vois, plus tu joues sur plusieurs formats. Enfin voilà, c'est. Faut que ce soit une passion, c'est sûr. Ouais, que ce soit une passion. Et puis moi, j'ai de la chance au moins, j'ai l'arbitrage qui me permet. Après, il faut avoir d'autres choses à côté. Ça, faut bien. Faut se faire plaisir, c'est sûr, mais ça demande quand même une certaine rigueur, un truc.
Pour des gens un peu moins sérieux comme moi ça me gonflerait. Je dit, ce jour-là, il faut à tout prix que je sois derrière mon ordinateur pour pouvoir choper. Mais de toute façon, je me suis fait avoir en me lançant dans la collection des Secret Lair. Ouais, c'est ça en fait. Je m'en rendais pas après, compte. tu peux plus faire marche arrière, quoi, tu vois, depuis le début. Mais puis une fois que t'as les classeurs et que tu les regardes. Ouais, c'est ça, il y a la satisfaction, mais c'est parce que c'est aussi tout le temps passé derrière pour pouvoir justement contempler maintenant le résultat, quoi. Ouais, mais tu vois. C'est des sacrifices, quoi. Quand je monte un deck en Duel Commander et que je vois la liste, j'ai besoin de ça, allez, sortir un Secret Lair. Je l'ai, pas besoin de réfléchir. Voilà, c'est ça. Et en plus, elle est jolie. C'est de la cosmétique. Voilà. Bon, c'était le Joker Secret Lair. Voilà, exactement. On a un peu fait le tour des sujets. Brutalement, j'arrive comme ça. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'ici. Ne partez pas encore trop vite. Un dernier petit sujet, et non pas des moindres, le Relic Fest, qui a été annoncé. Et alors, encore une fois, ils ont décidé de casser le marché des tournois français. C'était les premiers à avoir proposé 10 Biland. Et ce sont aussi les premiers depuis 12 années de dire le vainqueur repart avec un Black Lotus. Et mon Dieu, quelle annonce! Pour tout joueur de Magic, même néophyte, Black Lotus, si ta maman elle connaît Pikachu, si jamais elle a entendu parler de Magic, elle a entendu parler Black Lotus un jour. Ça, Et c'est vrai qu'à l'époque, parce que maintenant les cartes ont pris la valeur qu'elles ont, à l'époque il y avait les bombes, les choses comme ça où justement, par exemple tu faisais Legacy et tu pouvais avoir des pièces de P9 pour le top 8. Tu vois. Mais maintenant les cartes ont un prix tel que c'est plus possible quoi, à moins de faire des pafs à 500 €, ce qui est pas possible non plus quoi. Donc du coup, même les bilans, il y en a de moins en moins en lot, machin, c'est de plus en plus compliqué. T'en as à une époque où t'en avais 5 rien qu'en faisant top 8. Quoi, voilà, c'est ça. Même la CDF, tout ça, les lots ils sont revus à la baisse, la CDF Legacy je parle. Parce que forcément, les prix des cartes font que monter, donc c'est de plus en plus compliqué. Et là ils se sont dit, vas-y, nous on n'a pas peur, on va mettre un Black Lotus pour le premier, gros coup de pub, et c'est génial en même temps. On annonce 800 joueurs, donc moi je probablement devais arbitrer. Et en fait, à partir du moment où ils ont annoncé Black Lotus sur la table, c'était même plus la peine. Voilà. Non, mais étincelles. Il y a Martin Enfant qui se dit j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Il n'y a aucun autre monde, je pense, sauf gros coup de chance dans ma vie où je vais avoir comme ça pouvoir me dire j'achète un Black Lotus. Donc là j'ai une occasion. Sur 800, tu la prends. J'y vais complètement et je vais me donner les moyens. Quand même, mais... il y aura peut-être plus que 800 joueurs en plus, c'est ça qui Du coup, c'est le même format que d'habitude, ils font moitié Commander, moitié moderne. Alors, ils ont un peu changé les choses parce qu'ils étaient à peu près sûrs, et c'est aussi pour eux, pour rentabiliser leur tournoi, tout ça. Parce que 800 joueurs, mine de rien, c'est très très difficile. On n'est pas aux États-Unis. Les 800 joueurs, il n'y a pas 800 joueurs français. Si on prend toute la CDF, où vous aviez à peu près tout le monde qui était là, vous aviez 350 sur le main event. 450, 350, on vérifie tout de suite. Je crois que c'est 350. C'est 350. Il n'y est plus. Bon, mais c'était il y a si longtemps que ça, la CDF. C'était fin... Non mais c'est 350, je cherche pas, t'inquiète pas. C'est 350. Ok, bon, 350 joueurs, plus les ribbons à côté. Il y avait 100 joueurs 2 fois peut-être. Allez, on va voir sûrement large, 600 joueurs. Si vraiment toute la communauté française vient, il y a 600 joueurs, et pour une PAF à 75 €. Faut dire que ça refroidit un petit peu. Ouais, c'est sûr que c'est pas donné. 75 balles quand tu fais 0,3 drop, tu te dis ah ouais quand même j'ai lâché 100 €. Et bon. C'est le risque. Mais faut se donner les moyens de gagner un Black aussi. Ouais, faut se donner les moyens de gagner un Black Lotus. Mais pour être et orga et machin et voir, il y a une critique qui peut se faire sur le fait de gagner, que tout le monde ait un tapis, mais on est tous contents d'avoir le tapis a posteriori. 75 balles, c'est un budget, faut pas déconner, mais ça reste quand même, quand vous faites le Relic Fest, une idée de vacances. Vous partez quelques jours avec vos potes matin et vous allez jouer pendant 1 ou 2 jours et potentiellement gagner des prix. 75 balles en 2024 en France. Ah mais forcément c'est un collectionneur de Secret Lair. 75 balles. Moi ça m'emmerde les 75 balles quand même. C'est quand même. Moi j'ai connu les GP à 30 balles aussi, tu vas me dire. Donc,
Ouais. C'était un autre monde, mais... Ah voilà, c'est comme tout, c'est de plus en plus cher, l'inflation, tout ça, la vie, quoi. Les problèmes. Non, mais après, voilà, il y a aussi un Black Lotus, il faut aussi, voilà, c'est quand même une sacrée... Voilà, puis toujours tes bilans et tout, tu fais de plus en plus de l'eau, je comprends aussi la démarche. Mais alors du coup, continue ton raisonnement, là, donc ce que tu voulais dire sur les 600 joueurs, là. Il y a 600 joueurs français, donc tu es obligé d'aller taper à l'étranger. Oui. Donc et je pense que ça a été un peu réfléchi dans leur idée, comment ils vont avoir ces 800 joueurs. Le côté MTGO fait du DC maintenant, c'est assez important, c'est cool, parce que ça attire les gros grinders, les streamers qu'on connaît tous, qui anglophones pour la plupart, qui se disent ah tiens, il y a ce nouveau truc sur MTGO, ça a fait beaucoup de bruit en France. Puis forcément, je suis espagnol, je suis italien, je suis allemand, c'est pas si loin la France. Comme les BOM à l'époque, ça réunissait beaucoup de gens en Europe. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont sûrement grinder les 200 joueurs en plus, voire potentiellement plus, et qui vont rentrer dans leurs frais. Le problème, c'est qu'il faut absolument pas que ces joueurs-là ils soient un peu tentés par faire autre chose. Parce que si vous êtes joueur de DC et de Moderne, s'il y a 2 main events en même temps, forcément vous vous retrouvez comme l'année dernière, on s'était dit mince, je fais lequel, j'ai envie de faire J2 sur lequel, j'ai envie de vraiment me battre sur lequel. Forcément, faut sacrifier un tournoi pour l'autre. Et là, le fait que le cap soit haut, ils ont choisi de pas faire de sacrifice et de vraiment mettre une balle un peu au Moderne. D'accord, donc pas de Moderne. Donc il y a un main event le dimanche en Moderne. D'accord. Mais du coup, il est quand même nettement moins intéressant parce qu'il est pas sur 2 jours et qu'il y aura pas autant de gens, donc au niveau des lots et tout, ce qui s'entend. Mais ça reste, ça reste quand même un beau tournoi, bien sûr. Ça reste un beau tournoi de mémoire, mais c'est le main event Moderne, mais c'est plus comme il y a vraiment plus cette dichotomie l'année dernière où il y avait 2 main events à potentiel de 500 joueurs des deux côtés. Et ça s'était montré l'année dernière, le Moderne, il y avait 100 ou 150 joueurs de moins qu'en Duel Commander. Donc là, ils ont tout misé sur le Commander. C'était le record aussi, je crois, c'était le record. Ouais, c'est ça. L'année dernière. Mais il y a ce côté, ils se tirent un peu la bourre, les organisateurs de la CDF et ceux de Relic. J'ai pas toutes les histoires et quand bien même je les aurais, je les raconterai pas ici. Ils ont envie de montrer qu'ils peuvent faire mieux et ils vont faire mieux parce qu'ils vont tout casser. Ils ont un head judge formidable que vous connaissez sûrement. Et donc voilà, moi je me suis dit, allez, je vais arbitrer, je vais faire que le team trio, parce qu'il y a le retour du team trio, tout le monde l'attend. Et le samedi, dimanche, gros event, et voilà. Je me suis dit j'allais arbitrer samedi, dimanche, être sûr que mon week-end, au moins je rentre dans mes frais, et je me suis amusé le vendredi, puis là il y a eu Black Lotus. Le polo noir, c'était même plus la peine. Maintenant, tryhard, on veut tenter de gagner. On vous encourage à aller faire le Relic Fest, qui va être en Duel Commander pour les 800 joueurs. Et pour ça, le meilleur moyen de se préparer, c'est de faire le Professeur Fest en septembre. C'est chronologique, quoi. C'est d'abord septembre pour se préparer pour novembre, hop. Qui est drôlement plus facile d'accès. Reims, c'est quand même plus facile que Toulouse. C'est plus proche de Paris. Donc on espère, nous on tape pas sur 800 joueurs, nous on se contentera de 180. Ouais, et ce sera très bien déjà. Ouais, on sera très content si jamais on arrive à atteindre cet objectif et puis que... Ouais, et puis vous rencontrer, et puis n'hésitez pas si vous passez nous faire un petit coucou, ça fera plaisir. Ah bah carrément. Sur ce petit podcast que je pensais, ça durera une demi-heure, bavard comme on est. Et 1h40 de Moderne et de Actu Magic. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous êtes formidables si vous avez tenu jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, ou vous abonner à la chaîne de la guilde. Sur ce, on s'est bien amusé à vous parler, et à très bientôt pour du match commenté, je pense, parce qu'il est temps. Beaucoup ont souscrit pour ça. Il y en aura de nouveau. Vous en faites pas. À très bientôt. Bonne soirée. Salut.